Même s'il faisait déjà nuit noire dehors, les fenêtres de l'hôtel de Sophie étaient encore brillamment éclairées. Sur une petite table se trouvait soigneusement du parfum, un carnet et un paquet de cigarettes, sous lequel se trouvait une note avec le numéro de la chambre 302. Yu Sanshui se peignait soigneusement les cheveux devant le miroir, s'admirant, car les hommes de 40 ans étaient tout simplement comme le vin, devenant plus beaux d'année en année. Après avoir versé sur lui-même la moitié d'une bouteille de parfum, l'homme a crié à haute voix qu'il laissait de la nourriture sur la table. Yu Shen était assis sur le canapé derrière l'homme, tenant un livre rouge appelé La Loi Moge. En quittant la pièce, l'homme a brièvement ajouté que son fils ne devait pas rester éveillé tard, car il avait des examens le lendemain. Sans lever les yeux du livre, le garçon ronronna et continua à lire, montrant clairement par toute son apparence qu'il était indifférent aux paroles de son père. Finalement, Sanshui a dit qu'il allait à un rendez-vous, après quoi il a souhaité au jeune homme de réussir tous ses examens. Dès que la porte de la pièce s'est fermée, le gars a immédiatement claqué le livre, terminant brusquement sa lecture. L'homme s'est levé d'un bond, a pris son téléphone portable et a rapidement composé le numéro de la police. Après plusieurs bips courts, la section suivante a décroché le téléphone et a demandé la raison de l'appel. Le gars a dit qu'à 8 h du soir à l'hôtel Sophie, il y aurait un crime dans la chambre 302, après quoi il a confirmé qu'il était absolument sûr de ses propres paroles. À la fin, la fille a demandé quel était le lien entre le gars et le criminel, ce à quoi il a appelé le criminel son père. Il s'assit à une table sur laquelle se trouvait un manuel de droit et une assiette de brocoli froid et ajouta sérieusement qu'il servait le peuple. Le jeune homme mit lentement la nourriture froide dans sa bouche et pensa à la cérémonie d'éveil du lendemain. Un étrange parchemin apparaissait sans cesse dans sa tête, faisant se demander à Yu Sheng si quelque chose changerait après son réveil. Une demi-heure plus tard, il avait terminé son repas du soir, lavé la vaisselle et commencé ses activités habituelles. Il était de nouveau assis sur le même canapé et lisait attentivement quelque chose dans la législation moche. Soudain, une sonnerie forte est venue de son téléphone et un économiseur d'écran de sonnerie est apparu sur l'écran. Yu Sheng prit son téléphone portable et regarda le numéro inconnu avec surprise, se demandant si cela pouvait être une coïncidence. Mais malgré cela, il a décroché le téléphone et a dit bonjour d'une voix indifférente. Un tas de jurons, d'images et de nombreux autres slogans sont sortis du récepteur, après quoi Yu Sanshui a demandé au gars de payer une caution pour lui. Pour réduire la pression de ses ordures sur ses oreilles, le garçon a déplacé sa main avec le téléphone sur le côté, et de là, les instructions de son père sur la façon de trouver de l'argent ont commencé à se faire entendre. Quelque part parmi les fourrés, le gars a déterré un pot d'argent, qui contenait environ 2000 $, ce qui aurait dû suffire à payer la caution. Sans réfléchir à deux fois, le gars a mis la liasse de billets dans sa poche et est retourné à l'hôtel. En chemin, il a composé le numéro du poste où son père le retenait et a déclaré qu'il refusait de payer une caution. Le jeune homme a soutenu que la violation de la loi devait être punie et que, par conséquent, la prison devait rééduquer l'homme et faire de lui un membre utile de la société. Yu Sheng a ajouté que la politique de respect de la loi avait toujours été une force positive que Moge avait répandue, et c'était pourquoi les gens devaient protéger ses principes. Le gars a couru rapidement, tenant la main de la fille qui courait derrière lui et criant qu'il devait s'enfuir. Soudain, une volée de flèches acérées vola vers le gars, qu'il eut à peine le temps de voir. L'un d'eux vola si près de lui qu'il toucha presque son œil. Le gars a esquivé les flèches à la vitesse de l'éclair, entraînant rapidement la jeune femme dans son sillage afin qu'elle aussi reste indemne. Une foule d'hommes en colère armés de divers bâtons, épées et autres armes poursuivaient sans relâche les amis en criant des menaces de manière sauvage. Soudain, un immense mur surmonté de barbelés apparut devant Yu Shen et le courant d'air. Ils restèrent stupéfaits et regardèrent avec confusion le problème qui se posait devant eux, réalisant qu'ils étaient arrivés à une impasse. Quelques mètres derrière eux, une bande de voyous s'est arrêtée, visiblement en colère contre leurs amis. Le chef de la meute, un jeune homme avec un mohawk et une ribambelle de piercing, sourit sarcastiquement et dit qu'il ne croyait absolument pas que ses amis essayaient de quitter leur ville de Zui. Sans réfléchir à deux fois, il a pointé sa batte sur eux et a ordonné à ses amis de poignarder les pauvres gars, après quoi les deux autres les ont attaqués avec des couteaux. Yu Shen et son ami ont rapidement sorti leurs propres poignards et ont regardé les assaillants d'un air menaçant. En une minute, les païens volaient autour d'eux comme des plumes d'oiseaux, hurlant de douleur et implorant la miséricorde. Mais cela n'arrêta pas du tout ses amis, Yu Shen courut comme un fou d'un gars à l'autre, leur coupant la gorge. Quelques minutes plus tard, tous les voleurs gisaient sur le sol froid dans des mares de sang, et la jeune femme, regardant le gars pour la dernière fois, dit qu'il pouvait partir. Le jeune homme regarda attentivement la carte, qui commença instantanément à changer de couleur et sur laquelle apparaissait l'inscription passe. Yu Shen se retrouva dans un étrange entrepôt, où un immense mur s'ouvrit devant lui, d'où un rayon de lumière tomba sur lui. La lumière vive du soleil annonçant le début d'un nouveau jour a poussé le gars à ouvrir les yeux et à sortir du lit. Le garçon s'assit sur son lit et regarda par la fenêtre avec un regard vide, sans changer son expression habituelle. Son école était l'une des plus grandes et des plus modernes de la ville, ce qui la rendait très populaire parmi les jeunes. Le garçon marchait dans la rue et écoutait ses camarades de classe parler autour de lui de leur excitation cette nuit-là,
car aujourd'hui était le jour du réveil. Il y avait beaucoup de gens autour du gars, tous occupés à parler d'aujourd'hui, mais malgré cela, Yu Sheng se sentait seul. Dans la classe préparatoire, Liu Qingfeng, qui était le professeur de la classe du garçon, a posé ses mains sur la table de manière menaçante et a rappelé aux élèves que l'exécution du réveil commencerait dans 1 heure. Il racontait à haute voix à chacun ce qui les attendait et donnait des instructions qui motivaient les enfants à s'éveiller correctement et à révéler leurs talents, tandis que les élèves, à leur tour, l'écoutaient attentivement. Liu serra fermement le poing et ordonna à chacun de faire tout son possible pour que les autres les respectent. Il posa rapidement le même poing sur son avant-bras et demanda aux étudiants à quoi servaient tous leurs efforts s'ils allaient quand même finir par être en retard. Un instant plus tard, tous les élèves de la classe ont également serré les poings et les ont levés au-dessus de leur tête, criant le serment de service au peuple. Seul Shen était assis, indifférent, et regardait par la fenêtre, murmurant doucement que c'étaient les gens qui étaient servis. Liu Qingfeng avait une légère aversion pour le gars, car après avoir à peine entendu les mots, il regarda le gars avec un regard légèrement mauvais. Mais un instant plus tard, il regarda sa montre et dit à haute voix à tout le monde qu'il était temps d'aller au point d'éveil. Le groupe d'étudiants, dans lequel Yu Shen était le dernier, se précipita vers la sortie, mais lui seul était étroitement surveillé par le professeur, qui réfléchissait dans sa tête au nombre de modèles qui s'éveilleraient en lui. Au milieu du terrain de football de l'école, 3 lignes d'enfants étaient alignées, avec des détecteurs de métaux devant eux, puis des petites tables avec des boules magiques dessus. L'un des étudiants a touché par hasard un objet magique qui lui a montré le chiffre 4, ce qui signifiait exactement 4 motifs, ce qui a rendu le garçon incroyablement heureux. L'inspecteur qui se tenait à proximité et écrivait quelque chose a ajouté qu'un tel modèle était un bon talent et que si le gars avait élaboré un système de pouvoir, il aurait pu rejoindre le service de police. Depuis la résurrection du QI, lors de l'éveil humain, des motifs sont apparus sur la boule magique qui prédisait le talent de l'éveillé, et celui qui obtenait le nombre maximum de 9 devenait le plus grand des vivants. Le professeur a appelé Yu Sheng au détecteur de métaux et lui a demandé s'il avait des objets métalliques, ce à quoi il a calmement répondu qu'il portait toujours quelques lames pour se défendre. Liu Qingfeng a ordonné au jeune homme de les sortir car l'équipement d'éveil était très cher et le métal pouvait affecter les résultats des tests. Le gars a accepté sans se plaindre et a commencé à sortir de sa poche des poignards, des couteaux et des lames, qu'il portait toujours avec lui. Il jeta sur la table devant lui un tas d'armes blanches, qui comprenaient même des étoiles à 4 coins et des extrémités pointues de flèches, après quoi le professeur lui demanda si c'était tout. Il répondit calmement que c'était tout, et ses camarades de classe derrière son dos commencèrent à chuchoter activement, surpris par une telle quantité d'armes. Le jeune homme est passé par le détecteur de métaux, qui a immédiatement émis un bip, ce qui a amené Liu Qingfeng à demander à nouveau s'il avait tout récupéré. L'homme, l'air pensif, a dit sarcastiquement que cela aurait pu être sa volonté de faire. Le mentor n'allait pas tolérer une telle impudence, alors il a immédiatement crié sur le gars pour qu'il obtienne absolument tout. Yu Shen ôta sa veste et la secoua au-dessus de la table, sur laquelle tombèrent quelques étoiles supplémentaires, quelques couteaux et 2 pointes de flèches. Le détecteur de métaux laissa passer le jeune homme et il s'approcha prudemment de la boule magique, qui devint immédiatement engourdie par sa présence. La balle scintillait d'une lueur bleue et derrière le dos de Yu Shen, un énorme œuf rouge commença à apparaître, avec des motifs apparaissant progressivement dessus. Après avoir compté le nombre de modèles, tous les présents se sont levés, la bouche ouverte, car l'écran au-dessus du gars affichait le numéro 9. L'examinateur regarda le garçon et n'en croyait pas ses yeux, tandis qu'il pointait simplement du doigt avec indifférence la balle, ajoutant qu'elle était cassée. L'homme regarda également la balle avec étonnement et déclara qu'elle n'était pas cassée. Soudain, de manière inattendue, le jeune homme a balancé son poing et a brisé la boule magique qui était devant lui, et elle s'est effondrée et ses amis se sont envolés. Le garçon frotta son poing brûlant et retourna vers l'inspecteur en répétant que la balle s'était cassée, ce avec quoi il ne pouvait s'empêcher d'être d'accord. Instantanément, Liu Qingfeng lui saisit la main avec une prise ferme, ne permettant pas au gars d'aller n'importe où. Il s'est rapproché du jeune homme et a ordonné au garçon de l'accompagner, car il s'agissait d'un dommage à la propriété publique. Le professeur agita sa main vers le haut et une flamme bleue apparut au-dessus d'eux, commençant rapidement à former un étrange oiseau. En un instant, quelque chose de très semblable à un phénix bleu apparut au-dessus de leur tête, alors Yu Sheng n'eut d'autre choix que de grimper dessus avec son mentor. Alors qu'il montait sur l'oiseau, le garçon baissa les yeux avec une certaine surprise, se demandant intérieurement ce qui s'était passé, bien que son expression restât inchangée. L'inspecteur, accompagné des élèves et de quelques enseignants, resta sur le terrain de l'école pour observer l'énorme oiseau, que Liu emporta avec le garçon dans une direction inconnue. Soudain, le parchemin familier réapparut devant les yeux du gars, réagissant au réveil du gars, le faisant se dégonfler. Yu Shen et son mentor se tenaient devant le bureau du directeur, où le directeur lui-même était assis et lisait attentivement le dossier personnel du garçon. Instantanément, un homme d'âge moyen avec de petites lunettes sur le nez et une calvitie sur la tête a demandé avec méfiance au gars s'il venait vraiment de la ville du crime. Liu Qingfeng regarda également son disciple avec suspicion et surprise,
prononçant une fois de plus à haute voix le nom de la ville étrange. Même la secrétaire qui se tenait derrière le directeur était secrètement surprise par le lieu d'origine du gars. Le garçon était dans les nuages et n'a pas répondu aux questions du directeur, alors le professeur l'a doucement pris par l'épaule et lui a rappelé qu'il était toujours dans le monde réel. L'homme regarda l'étudiant et réfléchit longuement au fait que même s'il avait obtenu un 9 avec 9 motifs, le gars venait d'une ville criminelle. Il joignit les mains en signe de concentration et demanda au garçon ce qu'il ferait s'il se réveillait 6 ou même 9 fois. Yu Shen, sans même réfléchir, répondit avec confiance qu'il servirait fidèlement le peuple. Cette réponse a quelque peu stupéfié le réalisateur, car il avait vraiment de hautes intentions, en tant qu'homme issu d'une ville criminelle. Le mari a demandé au jeune homme ce qu'il avait rêvé de faire avant, ce à quoi le gars a répondu qu'hier il avait dénoncé son propre père lorsqu'il avait commis un crime dans un hôtel. Comprenant l'allusion du gars, le directeur lui a ordonné de se reposer et de ne parler à personne des résultats du réveil lorsqu'il réfléchirait à ce qu'il fallait faire des études du gars. Le gars a immédiatement remercié le directeur, lui a dit au revoir et s'est dirigé vers la porte, tandis que le directeur ne pouvait pas comprendre comment ce type avait réussi à sortir de la ville criminelle. Il faisait nuit noire dehors, et Yu Sheng s'approchait de sa propre maison quand soudain quelque chose l'alerte. Il y avait des taches de sang sur la poignée de la porte d'entrée et le gars a immédiatement réalisé que quelqu'un était entré par effraction. Un inconnu aux cheveux écarlates et aux mêmes taches de sang sur tout le corps fouillait inlassablement dans le placard. Il entendit instantanément des bruits étranges provenant du couloir et devint alerte. Sans hésiter longtemps, le gars s'est rendu compte que quelqu'un était entré dans la maison et, prenant un couteau dans ses mains, s'est prudemment placé au coin de la rue. Mais Yu Shen était beaucoup plus agile, donc en quelques secondes, un couteau tranchant était sur le cou de l'étranger. Le gars a regardé Yu Sheng avec des yeux confus, et Yu Sheng a seulement dit que le gars n'aurait pas dû bouger parce que son couteau était juste à côté de son aorte. En voyant un tas de taches de sang sur le sol, Shen a dit avec mécontentement qu'il n'aimait pas du tout nettoyer, et le gars a commencé à dire avec culpabilité qu'il avait seulement besoin de médicaments. Le garçon irrité appuya un peu plus fort sur la lame du couteau et ajouta que la potion de guérison se trouvait plus loin sur la deuxième étagère. Il a demandé ironiquement à l'étranger pourquoi il avait décidé de ne pas prendre le médicament, ce à quoi l'homme a seulement répondu que le médicament n'était pas si nécessaire. L'homme aux cheveux roux comprit qu'il devait sortir de là le plus vite possible pour rester en vie, mais remarquant la lame du couteau qui appuyait de plus en plus sur son cou, il demanda si le jeune homme voulait vraiment le tuer. Yu Sheng a dit froidement que tuer en dehors de la ville du crime était interdit. L'étranger poussa un soupir de soulagement et dit qu'il était désormais redevable au gars, après quoi il lui demanda s'il avait besoin de son aide. Sans changer son expression indifférente, Yu Sheng dit qu'en remboursant la dette, le garçon pourrait se suicider. Le pauvre homme avait des gouttes de sueur sur le visage et il pensait que le propriétaire était vraiment devenu fou parce qu'il n'avait pas besoin de sa vie. L'homme a dit à Yu Shen qu'il était un meurtrier et qu'il pouvait tuer quelqu'un gratuitement au lieu de se suicider. Mais en le regardant avec un regard froid, Shen continua à tenir bon et lui répéta de se suicider. Des gouttes de sueur perlaient sur le visage du jeune homme, et une centaine de projets d'évasion ou de libération lui traversaient la tête. Il a crié, demandant pourquoi le garçon voulait sa mort, et il a froidement répondu que c'était une vengeance pour être entré par effraction dans la pièce et pour les taches de sang sur le sol. Le pauvre garçon, désemparé, s'exclama que dans la cité criminelle il y avait un quota annuel pour la justification d'une personne, et comme le propriétaire était très jeune, c'était tout simplement impossible. Yu Shen pressa à nouveau le couteau contre son cou et confirma sévèrement que sa langue était trop longue. Le pauvre type n'a pas trouvé de meilleure solution que d'être d'accord avec le type et de lui dire qu'il l'avait finalement tué. À ce moment-là, en fermant les yeux, il avait déjà réussi à dire au revoir au monde et à se promettre que dans sa prochaine vie, il deviendrait certainement un tueur exemplaire. Mais rien ne se passa et le gars ouvrit un œil avec surprise, ne comprenant pas pourquoi il était encore en vie. Il a demandé pourquoi vous n'aviez pas encore commencé, ce à quoi le gars a grossièrement répété l'interdiction des meurtres en dehors de la ville du crime. Il a crié à Shen de le laisser partir s'il n'allait pas le tuer, mais le garçon a refusé. Finalement, l'homme aux cheveux roux a remarqué que le propriétaire n'arrêtait pas de mentionner les lois et les règlements, alors il a décidé de changer un peu de tactique. Il a déclaré avec ressentiment que retenir quelqu'un contre sa volonté est également considéré comme un crime et est passible de 3 ans d'emprisonnement en vertu du code pénal. Yu Shen a ignoré cela et a demandé au garçon quel âge il avait, ce à quoi il a répondu 17 ans. Le jeune homme se dit que le garçon était encore très jeune, puisqu'il n'avait même pas eu le temps de se réveiller. Après avoir réfléchi un moment, il décida finalement de retirer le couteau du cou du malheureux. Le gars a mis le poignard dans un étui et l'a caché derrière sa ceinture à l'arrière de son dos pour qu'il devienne complètement invisible. Yu Shen a dit que l'homme aux cheveux roux pouvait marcher, ce qui l'a sérieusement surpris, ne croyant pas ses paroles. Il répéta encore ses paroles, se retourna et marcha dans la direction opposée en agitant la main. Le gars a décidé de ne pas hésiter longtemps et s'est précipité vers la sortie, compte que l'excentrique soupire. Le gars a couru vers la porte en criant qu'il était enfin libre, ne retenant pas la joie dans son âme. Mais soudain, une main forte saisit son épaule, le forçant à s'arrêter. Dès que le garçon est sorti de la porte de la maison,
Yusheng l'a attrapé par la chemise, l'empêchant de s'enfuir. Le gars l'a traîné dans la pièce, malgré ses tentatives infructueuses pour se cacher. Une minute plus tard, il était à nouveau allongé sur le sol, regardant Yusheng avec un air confus et lui demandant ce qu'il faisait. Toujours aussi froidement, le jeune homme a déclaré que puisque le garçon avait quitté la pièce, il n'avait pas du tout restreint sa liberté, donc cela ne pouvait pas être considéré comme une violation de la loi. Le gars croisa sérieusement les bras sur sa poitrine et se tint devant le pauvre homme, qui ne comprenait pas pourquoi le destin le punissait ainsi. Laissant l'étranger assis au milieu du sol trempé de sang, Yusheng alla chercher des médicaments pour le garçon, car il était gravement blessé. En chemin, il jeta au jeune homme du savon et une brosse, ordonnant à l'homme aux cheveux roux d'essuyer tout le sang du sol, sinon il ne pourrait pas lui dire bonjour. L'homme s'est dirigé vers une immense armoire, a ouvert le tiroir du haut et a commencé à chercher celui dont il avait besoin parmi une pile de peaux. Soudain, il entendit des bruits étranges derrière lui et se retourna avec surprise pour voir ce qui se passait. Yusheng a vu un gars sur le sol qui essayait inlassablement de nettoyer les taches rouges du parquet. L'homme s'est approché de lui et lui a tendu une bouteille de médicaments qui était censée aider le jeune homme. L'enfant prit le pot dans ses mains et le remercia avec hésitation, car il ne s'attendait pas à une telle gentillesse de la part du propriétaire. Mais juste au moment où il était sur le point de mettre la pilule dans sa bouche, Yusheng a dit que tout était question de la date d'expiration du médicament, qui, malheureusement, était déjà expirée. Mais il avait autre chose en tête, car il n'avait vraiment pas l'intention d'empoisonner l'étranger. Le garçon était indigné, serrant le pot dans sa main, tandis que Shen pensait à l'énergie qui naissait des émotions qu'il était sur le point d'évoquer. Il regarda l'homme aux cheveux roux et soudain, le parchemin familier réapparut devant ses yeux. Yusheng a immédiatement dit qu'il plaisantait et que le médicament était bon, donc le gars devait absolument le boire, car il mourrait dans 32 minutes à cause d'une perte de sang. Quelques minutes plus tard, un pot de pilule à moitié vide se trouvait sur le sol, et à côté, un rouleau de pansement. L'enfant bandait et soignait lui-même ses blessures, tandis que le propriétaire s'asseyait en face de lui et lui demandait s'il était vraiment un tueur, car le type ne lui ressemblait pas. Le gars a commencé à dire qu'il n'avait raté qu'une seule fois, il avait donc besoin de temps pour devenir un bon tueur. Cependant, après un moment, il a fait marche arrière et a refusé de parler davantage, tandis que le gars a dit que ceux qui deviennent des tueurs sont ceux qui se donnent complètement et entièrement à cette cause. Le jeune homme a crié qu'il n'avait pas du tout peur de la mort et qu'il voulait mourir noblement, comme un vrai tueur, et Shen, à son tour, a demandé pourquoi il ne l'avait pas tué, mais était parti si calmement. L'homme aux cheveux roux a déclaré que, selon le poids de ses principes professionnels, il ne travaille que pour l'argent, puisque le meurtre était son travail, et il ne touchait pas les innocents habituels. Yusheng répondit d'une voix calme que ce type ne pouvait tout simplement pas tuer. Il se leva avec un air de déception et ajouta qu'il avait déjà accidentellement commencé à croire que le bébé était un tueur. Le jeune homme commença à raconter que pour ordonner le meurtre, il avait dû mentir sur son âge, puisqu'il n'avait pas encore eu le temps de se réveiller. Mais il ne pensait pas du tout qu'il y avait une telle différence entre l'éveillé et le non-éveillé, surtout quand il n'avait réveillé que la cuillère. Yusheng retourna vers la sortie et ordonna indifféremment au gars de soigner et de laver le sol, et avant de partir, de jeter les poubelles à la porte. L'étranger resta assis par terre, surpris, ne comprenant pas s'il avait vraiment décidé de le laisser partir. Alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, le garçon dit par-dessus son épaule que l'enfant devait suivre tous les ordres avant de partir, sinon il paierait pour cela. Le gars se tenait là, tout aussi surpris, le regardant, quand Shen décida d'ajouter quelque chose. En sortant, il remarqua que les non-éveillés n'étaient pas aussi forts qu'il le pensait. Il y a environ 100 ans, de puissantes forces éti ont commencé à renaître, apparaissant dans le monde. Après cela, les mauvais esprits ont recommencé à régner et à tout détruire sur leur passage. Les forces obscures faisaient rage et menaçaient toute la civilisation humaine, détruisant tous les êtres vivants. Mais heureusement, les premiers éveillés apparurent et, sacrifiant leur propre force et leur vie, ils créèrent 4 grands engagements. C'était le gage de la paix pour les impurs, le gage de l'Est, le gage du dôme et le gage des démons qui arrêtaient le mal, et les maîtres humains montaient la garde sur eux, ne le laissant pas passer plus loin. Yusheng marchait dans la rue de la ville lorsqu'il entendit soudain une conversation entre 3 hommes marchant devant lui, et l'un d'eux cria à haute voix que la promesse de paix de l'impur n'avait pas été tenue. Les 2 autres regardèrent fixement son téléphone, ne comprenant pas comment cela était arrivé, quand il lut à son tour qu'un monstre était apparu à Xiné, causant de nombreuses souffrances à de nombreuses personnes. Au téléphone, les gars ont vu une photo d'un énorme taureau enragé, dont les yeux brillaient d'un feu violet, et les gens autour de lui criaient terriblement. Tous 3 marmonnèrent leur mécontentement, se plaignant du ministère de l'expulsion des impurs et de leur travail infructueux. Yusheng continua de marcher, mais les étrangers derrière lui parlaient toujours de la façon dont le monde humain devenait à nouveau agité. Le gars marchait le long des ruelles vides entre les vieux bâtiments, pensant à la conversation dont il venait d'être témoin. Finalement, le gars est arrivé à destination, a franchi le seuil et est entré dans une cabine ordinaire. Derrière le comptoir était assis un homme énorme avec une énorme barbe et une cicatrice sur son œil gauche qui bâillait de fatigue. Mais soudain,
Il ouvrit les yeux et vit Yusheng debout devant lui, attendant silencieusement. L'homme a jeté un petit sac en papier sur la table et a ajouté qu'il avait la marchandise. Le gars a pris le paquet, et l'homme, à son tour, a ajouté que c'était la dernière fois. Il appuya ses coudes sur la table et se rapprocha du gars, le regardant dans les yeux et disant que maintenant c'était des billets. Le jeune homme fit un signe de la main, se retourna et se dirigea vers la sortie, disant indifféremment au revoir à son mari. Santé se leva de sa chaise et la colère brillait dans ses yeux, et un sourire malicieux apparut sur son visage qui ne promettait rien de bon. Sentant cela, Yusheng ajouta froidement qu'il n'y aurait pas de prochaine fois, après quoi l'homme vola immédiatement au sol avec fracas, et une mare de sang commença rapidement à apparaître sous sa tête. En rentrant à la maison et assis sur le canapé, le gars a ouvert le paquet et a sorti une petite pierre rouge. Il examina soigneusement la pierre appelée cristal démoniaque, qui était la quintessence que les mauvais esprits créaient après avoir absorbé la force vitale humaine. Soudain, le gars a bondi et a pris sa propre arbalète, car à son avis, plusieurs sont apparus. En 10 minutes, un système de défense à part entière a été mis en place dans la pièce, composé de plusieurs arbalètes et d'un tas de fils rouges, à la suite de quoi la première personne à entrer dans la pièce souffrirait. Le jeune homme rassembla les extrémités de tous les fils rouges dans ses mains, prit la pierre rouge dans son autre main et évalua son travail. Il s'assit soigneusement sur le sol, rassemblant ses pensées et se préparant pour l'étape suivante. Yusheng ferma les yeux et les pierres dans ses mains restèrent suspendues dans les airs, s'enflammant de flammes rouges, tout comme l'étrange cercle qui apparut derrière lui. Sur les pentes d'une grande montagne à l'extérieur de la ville, une haute clôture en béton avec du fil barbelé était visible, protégeant le gage d'obéissance aux impurs. Un petit groupe de 3 excentriques, vêtus de longues capes rouges, remontait la route qui traversait le pied de la montagne. Soudain, un étrange vieil homme apparut dans les airs au-dessus d'eux, disant de manière menaçante que la route était fermée. L'un des bizarres a souri gentiment et a dit qu'il devait simplement passer. Le vieil homme avait déjà ouvert les yeux avec irritation et regardait ceux qui avaient osé troubler sa paix, après quoi il répéta avec colère une fois de plus à propos de la route fermée. Alors l'homme, qui jusque-là souriait doucement, changea sa manière de parler pour une manière plus hostile et dit avec irritation qu'il avait insisté. En un clin d'œil, d'étranges pouvoirs magiques commencèrent à tourbillonner autour du vieil homme, le ciel devint nuageux et des éclairs apparurent ici et là, après quoi il s'exclama avec colère que la mort les attendait. Un énorme tourbillon noir est soudainement apparu au-dessus des cinglés, qui ressemblait à un trou noir, qui a progressivement commencé à les aspirer. Les Redsvey hurlaient de peur, ne cachant pas l'horreur dans leurs yeux de ce qu'ils voyaient. Leur chef tomba à genoux, s'excusa auprès du vieil homme, justifia ses actes comme une plaisanterie et parla de son dévouement au peuple humain. Instantanément, un cri de colère du vieil homme se fit entendre d'en haut, qui n'avait aucune intention de laisser passer les gens aux fleurs rouges. Essayant de rectifier la situation, l'un des excentriques a demandé au vieil homme avec un sourire s'il avait d'autres questions à leur poser. S'étant calmé, l'homme ordonna sévèrement aux excentriques d'ordonner à leur trône divin de changer de nom, car il n'est pas du tout naturel que de telles créatures impures soient appelées par un nom brillant. Le chef du groupe s'inclina devant le vieil homme et, souriant d'un air penaud, ajouta qu'il transmettrait le conseil au gouvernement. Après cela, le groupe de cinglés s'est finalement retourné et s'est dirigé vers la montagne. Le vieil homme les regarda d'un air déçu et irrité, après quoi il se replia à nouveau sur lui-même. Des forces magiques tourbillonnèrent à nouveau autour de lui, et son bâton s'éleva dans les airs. Le dernier des 3 cristaux démoniaques était toujours suspendu dans les airs devant Yusheng, tandis que son sens magique était interrompu par la sonnerie du téléphone. La surprise soudaine du garçon fit tomber la dernière des pierres au sol avec un bruit métallique, interrompant la séance. Le jeune homme a décroché le téléphone et a entendu la voix de Liu Qingfeng à l'autre bout du fil, lui disant que l'école organiserait une évaluation pour les élèves surdoués demain matin, à laquelle il devait assister. Il a continué à dire que la certification était incroyablement importante, car un seul étudiant la réussirait, et le gars, à son tour, s'est exclamé docilement. Soudain, le professeur a demandé au garçon des nouvelles de son père, qui n'a pas répondu, et une image de son père est apparue dans la tête du garçon, ce qui l'a fait réfléchir un peu. Mais presque immédiatement, Yusheng a répondu que la prison interdisait probablement l'utilisation du téléphone, puis a raccroché. Liu Qingfeng est resté là, debout, la bouche ouverte, tenant le téléphone dans sa main. Quelques minutes plus tard, il se rappela que le garçon avait livré son père à la police pour le crime qu'il avait commis à l'hôtel. Yusheng se tenait au milieu de la pièce, regardant le calendrier accroché au mur devant lui. Il regarda le numéro 1 et pensa qu'il ne restait que 312 jours. Le lendemain, tout le monde à l'école était en effervescence à propos de l'évaluation, car il s'inquiétait de savoir si elle serait réussie. Instantanément, le professeur entra dans la classe et tout le monde devint soudainement silencieux, arrêtant de parler. Le mentor appuya ses coudes sur la table et dit qu'il venait de recevoir un message concernant un changement de situation. Il a déclaré que cette fois-ci, non seulement les impurs du ministère de l'expulsion sont venus à l'école, mais aussi les officiers de la réserve du ministère de la Sécurité, c'est pourquoi seulement 5 personnes ont pu participer à la certification. À ce moment-là, tous les étudiants ont soudainement eu l'idée qu'ils seraient choisis,
et seul Yu Sheng a agi comme s'il s'en fichait. Le mentor leva la main et commença à parler lentement, disant que c'était le directeur qui avait choisi les étudiants qui iraient à l'évaluation, se préparant à les désigner. Après une courte pause, Liu Qingfeng a annoncé à haute voix que Yu Sheng avait été choisi. À ce moment précis, une série de cris de mécontentement s'est envolée de la classe, car les camarades de classe considéraient le gars comme un faible et étaient scandalisés qu'il soit celui choisi par le directeur. Le professeur a réprimandé les élèves pour une réaction aussi violente et a ajouté qu'il n'y a pas de justice dans le monde et que quiconque l'a subi devrait le percevoir comme un signe d'amélioration personnelle. Les enfants étaient assis tranquillement à leur bureau, la tête baissée, écoutant la conférence et n'essayant pas de s'opposer au professeur. Après avoir terminé son discours, Liu Qingfeng a ordonné à Yu Sheng d'aller au bureau du directeur parce qu'il voulait lui parler. Quelques minutes plus tard, le gars était debout dans le bureau du directeur, où il était, comme toujours, assis à la table, et derrière lui se tenait la secrétaire. En le voyant, le directeur sourit et fut ravi de sa gaieté, après quoi il demanda comment allait le père du garçon. Le jeune homme répondit avec indifférence que les machinations dans la cité criminelle coûtaient très cher. Le réalisateur ne s'attendait pas du tout à une réponse aussi courte, il était donc un peu confus, ne sachant pas quoi dire. Il s'éclaircit la gorge et décida d'aller droit au but, en disant que la certification montrait non seulement les étudiants, mais aussi l'école elle-même, ce qui était très important, car Mobei n'était pas une grande ville. Le mari a déclaré que cette certification déterminerait qui serait le nouveau directeur de l'école, il a donc ordonné au garçon de ne pas céder, peu importe ce que cela lui coûterait. Sans sourciller, le gars a froidement demandé au réalisateur le prix de la question. Le réalisateur a été sérieusement surpris par une déclaration aussi audacieuse, car il ne s'attendait pas à une question aussi provocatrice. Yu Shen a expliqué que selon les règles de la ville criminelle, une personne doit être payée lorsqu'on lui demande quelque chose, et il a donc refusé de fournir le service gratuitement. Le directeur, quelque peu déprimé, a dit qu'en guise de récompense, le garçon pourrait passer l'examen, ce qui serait bénéfique pour eux deux. Le gars a dit que selon lui, l'examen était un ticket que quelqu'un devait financer. Il a appelé cela une soi-disant taxe et a ajouté que dans une ville criminelle, ceux qui ne respectaient pas les règles ne vivaient pas longtemps. Après avoir abandonné son poste, le directeur a assuré au gars qu'il lui donnerait 3 cristaux de premier niveau. Avec les mêmes émotions inchangées sur son visage, le jeune homme a accepté, appelant cela un accord. Se tournant vers la porte, il décida de demander qui il devait tuer, ce qui surprit le directeur et sa secrétaire. L'homme a commencé à lui assurer qu'il n'était pas nécessaire de tuer qui que ce soit, ce qui a rendu le gars un peu heureux, car tuer était interdit en dehors de la ville criminelle. Le réalisateur était tout simplement abasourdi par l'humeur de l'étudiant, et il pensait qu'il lui manquait 3 pierres d'âme. Finalement, il a rappelé au garçon qu'il ne devait pas s'inquiéter pour les autres élèves et qu'il devait également se reposer dans le bus scolaire, ce à quoi le garçon a simplement accepté. Yu Shen a choisi un bel endroit près de la fenêtre et s'est assis là paisiblement quand soudain un gars s'est approché de lui. Il le regarda avec méfiance, tandis qu'il se présenta comme Zhao Zisheng et ajouta qu'il était avec 9 OB. Derrière lui se tenaient 2 personnes, une fille et un garçon, qu'il présenta comme étant Li Kai et Yang Ruoxin, puis demanda le nom de Yu Sheng. Le gars s'est présenté à lui froidement et a continué à regarder par la fenêtre, les ignorant. Zhao a décidé de s'asseoir à côté de son nouvel ami et a commencé à lui dire qu'il avait appris la présence du maire de la ville lors de la certification. Il a commencé à parler du fait que le premier ministre Sun était également plus âgé que Moj et croyait que les meilleurs talents venaient de là. Le gars a souri et a ajouté que si le jeune homme était entré à Moj, il serait immédiatement devenu populaire, c'était donc une opportunité unique de réussir. Zi a soudainement pensé qu'il y avait de nombreux maîtres dans d'autres écoles, mais il n'en avait choisi qu'un seul, il était donc incroyablement difficile de gagner. Ses amis se sont joints à la conversation et ont dit que le chef Zhao était voué à gagner parce que son père était le chef du département de sécurité de Mobei. Sans cacher le fait que le gars était fier de son père, il a seulement ajouté que, bon gré mal gré, dans ce cas, il devrait gagner. Il assura à Shen que les perspectives avec lui seraient excellentes, tandis que le garçon demanda à nouveau à son père avec intérêt, car c'était la première chose qui l'intéressait dans cette conversation. Zi a confirmé ses propos, auquel Yu Sheng a répondu que son père était désormais en prison. Il sourit et dit qu'après quelques mots de sa part, mon père pourrait facilement sortir de prison s'il n'avait commis aucune infraction grave. Mais Yu Shen l'arrêta et lui demanda si son nouvel ami pouvait prolonger la peine. Zhao Zi resta là, abasourdi, complètement inattendu d'entendre une telle demande, car les gens demandaient généralement une peine plus courte. Il regarda le gars avec surprise et lui demanda à nouveau ce qu'il voulait dire, mais Yu Shen se contenta de faire un signe de tête indifférent. Zi regarda le garçon avec perplexité, ne comprenant pas à quel point on pouvait haïr son propre père pour le mettre en prison. Le jeune homme se renversa dans son siège et regarda dans la direction opposée, grimaçant de mécontentement. Yu Sheng regarda le garçon avec curiosité, se demandant pourquoi l'énergie grise qu'il essayait d'invoquer n'était pas émise cette fois. Le bus qui emmenait les élèves à l'évaluation a soudainement commencé à rouler en dehors de la ville,
plus près du flanc de la montagne. Le héros n'y prêta pas attention et continua à regarder indifféremment par la fenêtre, admirant les vues incroyables. Zhao, à son tour, regarda par la fenêtre et vit qu'il n'était plus à Mobei, après quoi il s'exclama avec surprise pourquoi la certification avait lieu à l'extérieur. Il s'est approché du chauffeur et lui a demandé s'il avait pris le mauvais chemin, car il y avait eu récemment un incident à Xinao qui rendait la zone très dangereuse. Le chauffeur a souri et a dit qu'il n'y avait aucune erreur, puisque le lieu de certification avait été changé pour le moment et qu'il se dirigeait vers une ancienne usine à l'extérieur de la ville. Il a assuré à l'étudiant qu'il n'y avait aucun danger, puisqu'ils étaient accompagnés de gens de Moj, et qu'il était beaucoup plus facile d'effectuer la certification en dehors de la ville. Après ces paroles, Zi s'est un peu calmé et a demandé au chauffeur de lui faire savoir quand ils arriveraient, pendant que les étudiants dormaient un peu. Quelque chose dans cette situation rendit Yu Shen un peu méfiant, mais le gars essaya de ne pas le montrer et continua à regarder par la fenêtre. Après plusieurs heures de voyage, les bus se sont arrêtés et les étudiants se sont retrouvés devant une grande et ancienne usine qui semblait abandonnée. Ils commencèrent à descendre des bus, heureux d'avoir enfin atteint leur destination, et seul Yu Shen se méfiait encore de quelque chose. Un instant plus tard, le jeune homme vit devant lui un mentor qui était également venu pour la certification et qui expliquait déjà sérieusement quelque chose aux enfants. Zhao et Li ont soudainement crié que Du Shu, le propriétaire du talent à 6 motifs, était également arrivé. Tous les gars ont commencé à se détourner de l'homme, qui était sensiblement plus âgé, et ont été surpris par sa barbe, qui était assez épaisse et belle. Yu Shen n'était pas vraiment intéressé par de telles conversations, alors il s'est simplement retourné et s'est éloigné. Remarquant cela, Zi conseilla au garçon de rester loin de Du Ziyu, car il était super fort. Le jeune homme s'exclama indifféremment, après quoi Zhao ajouta qu'il croyait vraiment à la victoire du garçon. Le chauffeur du bus, tenant une cigarette entre ses dents, regardait de côté les étudiants examiner attentivement le bâtiment de l'usine. Sans même avoir fini de fumer, un instant plus tard, il le cracha par terre et le frappa du pied pour l'éteindre. Se rendant compte que les étudiants ne faisaient rien d'intéressant, le chauffeur s'est retourné et s'est dirigé dans l'autre sens. Il est entré dans une pièce où un homme était assis à une table remplie d'ordinateurs et lui a demandé comment les choses se passaient. Un homme un peu plus âgé, assis devant une pile d'écrans et d'autres appareils électroniques, a répondu que les choses n'allaient pas bien. Souriant, le chauffeur a raconté à son partenaire le manque d'attention, la crédulité et la naïveté des enfants, ce qui n'était qu'un rêve, puisque Mobei confirmait sa facilité d'autogestion. Mais l'homme a soudainement pointé son doigt vers l'écran où Yu Sheng était visible sur les caméras et a dit que ce type n'était pas comme tout le monde. Liu Qingfeng se tenait devant les étudiants et donnait des instructions, car cette fois, c'était lui qui dirigeait l'équipe et il devait attendre que les gens du ministère de l'expulsion des impurs annoncent le sujet de l'évaluation. Le mentor a souligné que cette certification était une occasion unique de faire ses preuves. Il répétait à ses étudiants qu'ils devaient agir avec la tête claire, car c'était la seule façon d'avoir une chance de réussir. Le professeur regarda Yu Sheng, se demandant si le garçon serait capable de le surprendre cette fois, alors qu'il regardait simplement au loin avec indifférence. Soudain, un fort rugissement de moteur se fit entendre dans la clairière et un énorme SUV vert foncé fit irruption dans l'enceinte de l'usine. Juste devant un groupe d'enfants, il s'est arrêté brusquement et a éteint la musique forte venant de l'intérieur. La porte de la Jeep s'ouvrit en grinçant et une jambe d'homme plutôt grande apparut. Une seconde plus tard, un homme trapu en uniforme se tenait devant les enfants, une cigarette visible entre ses dents. L'étranger n'hésita pas longtemps et se dirigea vers le professeur, regardant simultanément autour de lui d'un œil toutes les personnes présentes. Il s'approcha de Liu, posa sa main sur son épaule et lui demanda joyeusement comment il s'était retrouvé dans un tel endroit, puisqu'il ne s'était pas vu depuis de nombreuses années. Avec un sourire sur les lèvres, Liu Qingfeng a dit qu'il avait commencé à travailler comme enseignant. La grimace sérieuse de l'étranger disparut instantanément et fut remplacée par une grimace de surprise, car il ne s'attendait pas du tout à ce que son vieil ami puisse devenir un mentor. Mais il ne resta pas longtemps dans cet état et après une minute, retirant la cigarette de sa bouche, il ajouta que ce n'était pas un mauvais choix, car c'était beaucoup plus sûr. L'homme se tourna et regarda la pile d'enfants, examinant chacun d'eux avec un regard attentif. Un sourire réapparut sur son visage et il demanda à son ami si ses élèves étaient là. Les enfants, à leur tour, n'étaient pas ravis de l'étranger, ne comprenant pas qui il était ni d'où il venait, et seule l'expression de Shen restait inchangée. Voyant qu'aucun d'entre eux n'allait parler, l'étranger commença à s'approcher des étudiants. Le premier à croiser son chemin fut Yu Shen, qui n'avait pas l'intention de s'écarter pour le laisser passer, remarquant que l'homme avait demandé au garçon s'il n'avait pas peur de lui. Le garçon lui demanda avec une pointe de surprise pourquoi il devrait avoir peur. L'étranger rit et tapota l'épaule du garçon, disant au professeur que ce type était intéressant. Finalement, l'homme a décidé de se présenter et s'est présenté comme Luo Tian, après quoi il a dit qu'il était du ministère de l'expulsion de la province impure de Jiangbei. Il a ajouté qu'il ne parlerait pas de ses autres réalisations et a commencé à parler du sujet de la certification. Luo Tian réfléchit,
tira sur sa cigarette et passa en revue dans sa tête un tas d'options sur la façon de contrôler les enfants. Il regarda le groupe de perdants devant lui, dans lequel Yu Shen ne s'intégrait pas du tout, et soudain une idée lui vint. Il a ri et a dit que les garçons devaient gagner le combat, après quoi les gagnants resteraient pour la certification, et tous les autres rentreraient chez eux. Les étudiants commencèrent à chuchoter entre eux, surpris par une tâche aussi simple. Liu Qingfeng, à son tour, jeta un coup d'œil à son ami et ne fut pas du tout surpris par de telles méthodes, car c'était son style. Luo Tian a annoncé le début de la compétition et derrière lui, l'image d'une énorme bête ressemblant à un loup est apparue instantanément. Une seconde plus tard, la bête s'est transformée en un long dragon vert, tournant en cercle pour former un anneau. L'homme a déclaré que quiconque abandonne ou sort du ring sera considéré comme vaincu. Il a pointé son doigt vers les deux garçons, leur ordonnant de se battre en premier. Xiao Zifeng, l'un d'eux, entra dans le cercle et commença à échauffer ses poings, se préparant au combat. Une seconde plus tard, il a pris de la vitesse et s'est précipité vers son adversaire avec ses poings, en criant un slogan de victoire. Sans quitter sa position, l'ennemi criait également, se préparant à une bataille féroce. Pendant les minutes qui suivirent, le ring était tellement poussiéreux que les combattants ne pouvaient même pas être vus. Le professeur regardait ce spectacle, pensant que les garçons n'avaient pas une once de force de combat, car on ne leur avait jamais enseigné les arts martiaux. Finalement, la poussière s'est un peu dissipée et les spectateurs ont vu un Xiao Zifeng battu, qui a demandé aux personnes présentes de ne pas rire de sa performance, et à ses pieds gisait son adversaire, immobile. Luo Tian a ri de la réaction du garçon et lui a dit qu'il avait gagné. En une seconde, il pointa son doigt vers Yu Shen et du Ziyu et leur ordonna de se battre ensuite. Du Shu sourit joyeusement et commença à retrousser ses manches, disant moqueusement que Yu Sheng ne devrait même pas espérer gagner. Le mentor regardait le garçon avec concentration, gardant à l'esprit l'espoir qu'il pourrait le surprendre. Les gars sont entrés sur le ring et se sont tenus au milieu, se préparant à une bataille féroce. Yu Shen leva la main et demanda à la foule s'il était permis d'utiliser des armes. Luo Tian sourit et accepta, ajoutant que le garçon pouvait utiliser tout ce qu'il voulait, ce à quoi le garçon le remercia. Les autres étudiants ont ri de l'étrange question du gars, disant que Du Shu lui donnerait une leçon. Seul Zhaozi a sincèrement soutenu son ami, en criant des slogans de soutien et en croyant en sa victoire. Luo Tian regarda respectueusement les adversaires les plus intéressants de la journée, sortit la cigarette de sa bouche et leur ordonna de commencer. En entendant la permission, Yu Sheng prit immédiatement position, se tendant et rassemblant toute sa concentration sur son adversaire. Un instant plus tard, le gars s'est éloigné et le visage de Du Ziyu a soudainement brillé de peur, car il ne s'attendait pas à un départ aussi soudain. Avec une fureur inexprimable dans les yeux, le gars s'est précipité sur son adversaire, ignorant complètement la batte qu'il tenait dans ses mains. Le jeune homme se précipita devant Du Ziyu et ressentit soudain une douleur aiguë et croissante dans son bras. L'homme se figea, ne comprenant pas ce qui s'était passé, tandis que du sang commençait déjà à couler de sa main. La batte lui tomba des mains et heurta le sol avec un bruit sourd, tandis qu'il commençait enfin à crier de douleur. Le pauvre homme attrapa son poignet, qui avait une grande coupure de la lame que Yu Shen utilisait habituellement dans les duels. Du, effrayé, regarda la blessure d'où un sang épais, rouge foncé, coulait de plus en plus vite, provoquant une horreur sans limite chez l'homme. Yu Shen s'approcha du pauvre homme, le mit à genoux et, mettant sa main sur son visage, commença à sortir un énorme poignard de derrière son dos. Avec le mouvement adroit suivant, il renversa la santé au sol et était déjà sur le point de la poignarder accidentellement avec un couteau. Même si Du Shu était cloué au sol et que la main de l'adversaire était sur son visage, il était toujours capable de supplier le gars de ne pas le tuer, après tout, ce n'était qu'une bataille. Cependant, avec son expression sérieuse, Yu Sheng a clairement indiqué que ses intentions étaient définitives. Soudain, le gars s'est balancé et a enfoncé de toutes ses forces le couteau dans un endroit qui se trouvait à 1 centimètre de la tête de l'adversaire, le faisant crier comme s'il était en train de se faire couper. Après avoir réalisé qu'il était toujours en vie, des larmes ont coulé des yeux de l'homme et il a demandé au gars d'une voix tremblante s'il se moquait de lui. Yu Shen planait également au-dessus de son corps sans défense, et Luo Tian, à son tour, souriant, commença à s'approcher des gars. Instantanément, le jeune homme serra fermement les deux joues de son adversaire, l'empêchant ainsi de fermer la bouche. Il mit quelques doigts dans sa bouche comme s'il essayait d'y trouver quelque chose, et Shu regarda avec peur. Cette scène était toujours observée par Luo Tian, désormais confus, qui ne comprenait pas ce qui se passait et demandait donc au gars ce qu'il faisait. En un instant, le gars lui a arraché une dent du fond, ce qui l'a fait crier de douleur. Yu Sheng regarda la dent vide avec surprise, se demandant pourquoi il n'y avait pas de poison dedans. Luo Tian a demandé au garçon, légèrement confus, s'il cherchait du poison, ce à quoi le garçon a accepté et, attrapant les cheveux de Du Ziyu, l'a finalement soulevé. Le jeune homme commença à fouiller dans ses poches, sous ses vêtements et dans tous les endroits possibles où il aurait pu cacher le poison, mais il n'était pas là. Surpris par cette scène, le représentant du ministère a finalement décidé d'intervenir, demandant s'il était possible que Shu n'ait pas du tout été empoisonné. Prenant une pause dans sa tâche pendant un moment,
Yu Sheng dit que si l'homme était capturé par un ennemi et qu'il n'avait pas de poison, sa souffrance serait pire que la mort. Le pauvre du reste était étendu là, se reprochant mentalement de ne pas avoir vraiment caché le poison, car s'il l'avait fait, il n'aurait pas eu à endurer toute cette torture. Mais un instant plus tard, il rejeta de telles pensées, car il aimait sa vie merveilleuse et ne voulait pas du tout mourir. Comprenant ce qui se passait, Luo Tian a demandé au jeune homme s'il venait d'une ville criminelle, ce à quoi le garçon a accepté et a demandé si les gens ne cachaient vraiment pas de poison à l'extérieur. Ayant confirmé ses doutes, Luo est retourné vers son vieil ami et lui a demandé s'il connaissait le lieu d'origine du garçon, ce à quoi le professeur lui a seulement demandé si cela avait quelque chose à voir avec le garçon. Liu Qingfeng s'est gratté la tête et a dit calmement que selon les règles, les crimes odieux n'étaient pas pris en compte car ils n'étaient pas discutés après leur publication. Le mentor s'est approché de son ami et l'a regardé intensément dans les yeux, après quoi il a ajouté que cela serait appliqué si l'étudiant ne tuait pas à nouveau. Finalement, il dit fermement que sans une seule journée d'erreur, le garçon resterait à jamais son élève. Tian se retourna et se dirigea vers sa voiture, en disant que ses ennemis étaient des esprits maléfiques, pas des personnes, afin que Liu Qing puisse l'oublier, car pour aujourd'hui la compétition était terminée. En chemin vers la voiture, il a ajouté que les tests continueraient demain et que les étudiants devraient passer la nuit à l'usine, car elle était grande et il y avait beaucoup de place pour dormir. Ouvrant la portière de la voiture, Luo offrit soudain un verre au professeur, car il ne s'était pas vu depuis longtemps, mais l'homme dit que ses élèves étaient toujours sous sa garde. Réalisant que le numéro serait ennuyeux, il monta simplement dans la voiture et, pour une raison quelconque, se souvint de Yu Shen. Luo regarda Liu Qingfeng avec surprise et dit qu'il lui était difficile de dire si le garçon réussirait le test. Un énorme tas de rats blancs en bonne santé courait sur le sol de l'ancienne usine, à la recherche inlassable de restes de nourriture. En voyant cela, les étudiants mécontents ne voulaient pas du tout passer la nuit là-bas, car l'usine était très sale et sentait mauvais. Instantanément, Zhao Zi s'est approché du professeur qui était assis près du mur et a dit qu'il ne comprenait pas une chose. Le mentor a regardé le gars avec intérêt, et celui-ci, à son tour, a demandé pourquoi personne du ministère ne regardait même leur talent. Le garçon était très contrarié à ce sujet, car à l'école, on répétait toujours que le talent était directement proportionnel au niveau des modèles dans le futur. Liu Qing n'a pas réfléchi longtemps à sa réponse, alors il a dit que le talent n'avait jamais conduit au sommet sans une sorte de renforcement. Mais, baissant un peu la tête, il ajouta avec désespoir qu'il y avait une pénurie de génie partout. Petit à petit, d'autres étudiants ont commencé à s'approcher du professeur et à l'écouter pendant qu'il leur disait qu'avec une population aussi nombreuse, l'apparition d'un génie était un phénomène courant. Il s'est levé et a dit que si seulement le talent était nécessaire, les gens auraient vaincu les mauvais esprits depuis longtemps. Au cours de sa vie, le professeur a rencontré de nombreux génies, mais peu d'entre eux ont réellement réussi à avoir une bonne vie. Zhao n'aimait pas du tout ces paroles, disant qu'il était trop arrogant de considérer son talent comme un don inhabituel et de se mettre au-dessus des autres, car de telles personnes faisaient généralement des erreurs dans des choses ordinaires. En regardant du Ziyu, il dit que les chanceux des écoles célèbres avaient prêté serment d'obéissance aux impurés, en raison de leur propre peur, n'avaient tué personne, après quoi ils se sont débarrassés de leur propre tête. Soudain, le mentor s'écria que ce monde manquait de génie, et qu'à Mog, tout le monde était plus fort que les enfants, mais le prix à payer était incroyable. Après cela, Liu Qingfeng s'est souvenu des 4 grands avant-postes où la vie humaine ne signifiait rien et où seuls les monstres régnaient. La vie humaine y était moins chère qu'une gorgée d'eau, et aussi qu'un morceau de pain. Il posa la main sur son cœur et dit que sans détermination, sans sang-froid et sans attention suffisante, il était impossible de survivre là-bas. Les disciples sombres se tenaient là et écoutaient silencieusement leur mentor, comprenant au fond d'eux-mêmes que le chemin qu'ils avaient choisi n'était pas si facile. Liu Qing s'est assis à nouveau à son ancienne place et a ordonné à tout le monde de se reposer avant l'évaluation de demain, mais Zhao s'est soudainement approché de lui et lui a dit qu'il ne pouvait pas dormir là-bas à cause de la saleté, et de plus, il n'était pas fatigué. Soudain, l'expression calme du professeur s'est transformée en une expression irritée et il a fait honte au garçon pour son dégoût. Il ordonna sévèrement à tous les étudiants de s'asseoir et déclara que, comparé aux 4 avant-postes, cette composition n'était qu'une bagatelle. Le professeur a pointé du doigt Yu Shen, qui était assis tranquillement sur le sol, le présentant comme un exemple pour tous les enfants. En entendant qu'il parlait de lui, il ouvrit les yeux et regarda tout le monde avec surprise. À ce moment précis, il vit des dizaines de regards d'autres étudiants le fixer avec la même surprise, ce qui le rendit un peu embarrassé. Cette situation ne lui plaisait pas beaucoup, alors le gars a finalement décidé de se lever. Zhao Zi lui a demandé avec surprise où il allait, ce à quoi il a répondu sèchement qu'il allait aux toilettes. En le regardant, Zhao pensa à haute voix que même si le gars était un peu sombre, cela ne le rendait pas mauvais, et la fille debout à côté de lui haussa les sourcils de surprise. Le gars la regarda avec une expression sceptique et, la bouche ouverte, réalisa que c'était une fatalité complète. Yu Shen, à cette époque, se cachait soigneusement au coin d'un des pavillons de l'ancienne usine. Il jeta un œil prudent au coin de la rue et vit une caméra pointée droit sur lui.
Le jeune homme se retourna et pensa que cela aurait dû être la dernière caméra sur son chemin. Il cherchait un endroit où il n'y avait pas de caméra, puisque toute la plante en était recouverte. Quand il s'en est finalement rendu compte, le jeune homme s'est immédiatement mis en action, se déplaçant prudemment vers la partie du bâtiment dont il avait besoin. Il s'approcha prudemment de la porte entr'ouverte et regarda à l'intérieur, voyant une autre cellule, qui était déjà la 10e. Yu Sheng continua désespérément son chemin, à la recherche d'une autre pièce qui pourrait l'intéresser un peu plus. Finalement, le gars atteignit une autre porte blanche, derrière laquelle on entendait les voix familières de quelqu'un. Sans aucune crainte, le jeune homme saisit avec précaution la poignée et ouvrit un peu la porte pour mieux entendre ceux qui étaient à l'intérieur. De là, une conversation entre deux hommes pouvait immédiatement être entendue, l'un d'eux demandant à l'autre s'il avait des informations sur Liu Qingfeng. L'un des hommes se demandait si le mentor était l'un des gardiens du gage d'obéissance qui était impur, car dans ce cas, il gaspillait simplement son talent à cet endroit. Yu Sheng écoutait attentivement pendant que les hommes parlaient du transfert du professeur au centre provincial, car ses méthodes d'enseignement méritaient d'être prises en considération. Soudain, le chauffeur du bus, assis sur le canapé, a remarqué que la porte de la chambre était entr'ouverte et que quelqu'un se tenait derrière. Le mari sourit légèrement, pensant dans sa tête que le gars était vraiment drôle. Shen, à son tour, décida de ne pas perdre son temps dans des conversations aussi insignifiantes et retourna dans les locaux de l'usine où se trouvaient les autres. En passant devant Liu Qingfeng, il a soudainement décidé de répondre et a demandé au garçon s'il avait préparé le plan de l'ermite loup. Le gars a ignoré la question et s'est dirigé vers le mur familier pour s'asseoir. Le silence et la paix de la nuit profonde furent soudainement rompus par un grand bruit et d'autres bruits qui rendirent les personnes présentes sérieusement méfiantes. Le jeune homme se leva immédiatement et regarda avec tension au loin, essayant de distinguer quelque chose sous le clair de lune blanc. Sans réfléchir à deux fois, il saisit l'arbalète qui se trouvait à côté de lui, la chargea et se prépara à se défendre. Le garçon regarda avec espoir le professeur, qui lui fit comprendre par toute son attitude que cela ne le dérangeait pas et que le jeune homme devrait se débrouiller seul. Réalisant cela, Yu Sheng se dirigea vers la sortie, tandis que le mentor pensait que le sort des ermites était généralement tragique. Sur la montagne au pied de laquelle se trouvait l'usine se tenait Luo Tian, qui tenait fermement en laisse un énorme chien. L'homme rit, se préparant à donner une leçon à ceux qui avaient décidé de dormir en plein air et à faire comprendre à tout le monde à quoi étaient confrontés les éveillés. Sans tirer le chat par la queue, Tian lâcha l'énorme chaîne enroulée autour du cou du chien, et celui-ci tomba avec un bruit sourd et résonnant. Le chien enragé a immédiatement décollé et s'est envolé vers la plante, toute son apparence prédisant des ennuis. En voyant à la caméra un énorme chien qui ressemblait à un vrai démon, les hommes sont tout simplement devenus fous, ne comprenant pas comment l'on voulait que les étudiants tuent les mauvais esprits. Les gardes confus ont commencé à appeler le chauffeur du bus, suppliant le capitaine de se réveiller. Lui, à son tour, écartant légèrement sa casquette, leur ordonna de ne pas paniquer et de s'asseoir à leur place. Bâillant de sommeil, il dit qu'un seul démon ne causerait pas beaucoup de problèmes, d'autant plus qu'il était temps pour les étudiants de montrer les capacités qui leur avaient été enseignées à l'école. L'un des hommes a historiquement crié que le capitaine n'avait pas du tout pensé aux conséquences, car les démons mettaient vraiment sa vie en danger. Avec un air très irrité, le chauffeur de bus prit et repoussa soigneusement une partie de sa veste, essayant de montrer quelque chose. Un étrange symbole apparut sur son épaule, et après l'avoir montré, l'homme ajouta que c'était la chose qui déciderait s'il y aurait des problèmes cette nuit-là. Sans vraiment s'inquiéter, il alluma une cigarette et dit qu'un peu d'activité ferait du bien aux enfants, car ils pourraient montrer leur talent, ce que la gardienne a finalement accepté. En une minute, l'énorme chien était dans le pavillon où se reposaient les pauvres enfants. Avec des cris et des hurlements, ils ont désespérément tenté de lui échapper, sauvant ainsi leur propre vie. Les pauvres gars hurlaient de peur et appelaient à l'aide, ne comprenant pas d'où venait le démon. Le chien enragé grogna et déchira tout sur son passage, ne laissant rien entier. Dans cette horreur, Duchou a finalement décidé d'intervenir, déclarant haut et fort qu'il essaierait de protéger les enfants. Voyant un bâton dans ses mains, c'est-à-dire un objet potentiellement dangereux, le démon a immédiatement grogné contre le gars. Il ne s'était pas écoulé un instant avant qu'il ne fasse tomber le morceau de bois des mains de Dieu de toutes ses forces et laisse un énorme chiffon sur sa main, le faisant s'envoler. Zhao Zi est soudainement apparu devant l'homme blessé, essayant de calmer tout le monde et de les encourager à se battre ensemble. Afin de sauver du Ziyu, il frappa le chien au visage avec une grande force, donnant à l'homme la possibilité de se relever. Le gars intrépide se tenait devant le pauvre homme et regardait le chien d'un air menaçant, disant une fois de plus qu'il lui serait beaucoup plus difficile de vaincre tout le monde, ils devaient donc travailler ensemble. De loin, Liu Qingfeng observait les cris des terribles disciples alors qu'ils tentaient de se défendre des mauvais esprits, préférant rentrer chez eux vivants. L'enseignant regardait fixement et de manière menaçante la caméra située au-dessus de lui et essayait de faire honte aux observateurs en leur demandant s'ils pensaient vraiment que c'était bon pour les enfants. Sur l'un des écrans d'ordinateur, on voyait Zhao avec du chou, résistant courageusement aux chiens. Le capitaine les observa et fut étonné de leur courage, malgré leur manque évident de talent, puisque la partie la plus forte d'un chien de l'enfer était sa tête.
Mais instantanément, des pensées sur Yuchen apparurent dans sa tête, ce qui irrita sérieusement l'homme, car c'était lui qui n'avait pas été dans la confrontation jusqu'à présent. Soudain, l'homme s'est approché de la porte et a tiré la poignée, disant que les gardes n'avaient pas besoin de le chercher du tout s'ils étaient des rats de bureau. La silhouette sombre d'un jeune homme réapparut derrière la porte, regardant l'homme avec indifférence et ignorant effrontément la question du capitaine s'il était simplement venu s'asseoir. Les gardes stupéfaits furent assez surpris par l'apparence du gars, ne comprenant pas comment il les avait trouvés, ce à quoi il leur rappela leurs traces. Les hommes perplexes ne comprenaient pas comment ils avaient pu atteindre la salle de soins en suivant des traces aussi vagues. L'un d'eux a demandé au garçon pourquoi il n'allait pas aider ses camarades de classe, mais le jeune homme a répondu avec assurance qu'il survivrait de toute façon. Le chauffeur du bus a déclaré d'un ton sévère que les enfants mourraient sans son aide, car il n'avait pas l'intention de les aider non plus. Yuchen dit avec indifférence que le chien de l'enfer était faible, donc dans tous les cas, ses camarades de classe avaient une chance de gagner. Dans un état de désespoir, le capitaine a crié qu'il allait délibérément augmenter la force du chien, mais le garçon a continué à réagir calmement à cela et à être convaincu du contraire. Il a mentionné l'article 75 du Code pénal de Moge, qui traite du meurtre prémédité et de la peine de 7 ans pour sa commission. L'homme a progressivement commencé à abandonner sa position, alors il a demandé au garçon s'il sauverait ses amis si le capitaine lui-même décidait de l'aider. Les observateurs qui se tenaient derrière leur patron se regardèrent, pensant qu'il devenait vraiment nerveux. Mais le gars n'était pas soumis aux provocations, et secoua donc la tête en disant qu'il ne sauverait rien. Ne comprenant pas comment le garçon pouvait être aussi égoïste, le chauffeur a historiquement crié qu'il était malade parce qu'il voulait voir ses camarades de classe mourir. Yusheng était plus intelligent et a donc dit qu'il valait mieux pour lui aller voir la police et obtenir une récompense monétaire plutôt que de mourir avec eux parce qu'il ne pouvait pas faire face au capitaine. Il a parlé au capitaine de la politique de l'école de Moge, qui prévoyait une énorme récompense pour toute dénonciation d'un étudiant meurtrier au cours d'une mission. Sans changer son expression indifférente, le gars a ajouté qu'après avoir tué 10 étudiants, un mandat d'arrêt serait émis contre un criminel particulièrement dangereux, à la suite duquel il pourrait en obtenir 10. Le jeune homme a de nouveau demandé au capitaine s'il allait tuer les enfants, mais l'homme n'a pas pu trouver de réponse sensée à une telle question, alors il est simplement resté silencieux. Une image est apparue à l'esprit du conducteur, lui et deux hommes debout au sommet d'une colline au milieu des étendues profondes et sombres de la nuit. Dans l'attente de quelque chose de grand, il s'adressait à haute voix au dieu de la nuit, le grand souverain. Le capitaine écarta les bras et dit avec un sourire que la lumière des étoiles les avait baignés cette nuit-là et que Dieu veillait à 100% sur eux. Il leva les mains et dit que le succès de leur plan, par lequel ils pourraient devenir esclaves de Dieu, serait la plus grande faveur pour eux. Changeant son expression en une expression menaçante et sévère, l'homme cria fort que les disciples de Mobei étaient destinés à mourir cette nuit-là. Tous les autres crièrent à l'unisson, répétant ce que leur chef avait dit et levant les mains vers Dieu. Ils joignirent les mains et, fermant les yeux, commencèrent à prier Dieu, appelant la vie de leurs enfants le paiement de leurs péchés. Le capitaine s'avança et dit avec contentement que dans une demi-heure ils commenceraient ce qu'ils avaient prévu. Le chef du département, Mogelin, était assis derrière son immense bureau, signant un autre document avec une expression sérieuse sur son visage. Soudain, son téléphone, qui se trouvait sur le côté, a vibré et un écran d'appel d'un numéro inconnu est apparu sur l'écran. L'homme a décroché le téléphone, légèrement irrité, et à l'autre bout du fil, ils ont commencé à lui parler d'une sorte d'accord. Légèrement intéressé par ce que l'étranger essayait de lui dire, l'un leva les yeux de ses documents et laissa son interlocuteur continuer. Le chef a allumé le haut-parleur et a posé le téléphone sur la table, et de là est venue la voix d'un homme qui laissait entendre que la sécurité de la ville devrait laisser passer le cortège de voitures qui partirait dans 10 minutes sans aucun problème. Poursuivant son travail, l'homme a demandé s'il parlait d'hérétiques, ce à quoi l'interlocuteur a acquiescé, les qualifiant d'hérésie des mille dieux. L'un roula des yeux et ordonna avec irritation à l'étranger d'annoncer le prix de la question, sans toujours lever les yeux du document devant lui. La voix à l'autre bout du fil parlait de l'évaluation que le chef avait organisée, notamment dans la ville de Mobei, où elle n'était pas encore terminée, puis demandait si les 12 étudiants ne poseraient pas de problème. D'une voix menaçante, il a déclaré que dans tout accord, il y avait toujours un garant, et que sans connaître d'informations sur lui, le patron n'aurait tout simplement pas le choix. L'étranger de l'autre côté s'est identifié comme le client, après quoi l'un l'a menacé de problème si au moins un étudiant mourait. En conclusion, il a ajouté que dans 6 mois, les provinces de Jianbei se soulèveraient et détruiraient leur secte si l'accord était violé. Le chauffeur du bus a réfléchi aux paroles de Yusheng et a pensé qu'il avait perdu 300 000 $ puisque chaque élève était payé 30 000 $. Le gars, à son tour, a demandé à l'homme s'il pouvait copier l'enregistrement pour lui, ce qui a un peu surpris le capitaine, lui demandant à nouveau quel était le but. Le gars a dit que lors de la certification les réponses étaient inconnues et donc après les pensées erronées sur le danger puis le sauvetage, pour 12 personnes il aurait été possible d'obtenir 360 000. Le capitaine irrité a crié au garçon que c'était injuste envers ses camarades de classe et a promis de le dénoncer à Moge. Les observateurs,
qu'il avait jusqu'alors soutenus, décidèrent de profiter de l'occasion pour flatter le patron, louant sa sévérité. Yu Shen se retourna et se dirigea vers la sortie, disant à la fin qu'il donnerait la moitié au capitaine. Le mari rit, assurant immédiatement au garçon qu'il résoudrait tous les problèmes en un instant, et les gardes, qui ne faisaient que soutenir sa sévérité, restèrent debout en silence avec des expressions tordues sur leur visage. Zhao Zi et Du Shu ont essayé de résister aux chiens enragés, mais leurs forces se sont progressivement épuisées. Dans un moment aussi tendu, Zhao s'est soudainement souvenu de Yu Sheng, disant que si le gars était apparu à ce moment-là, il l'aurait appelé père. Soudain, des palans se firent entendre derrière eux, se rapprochant d'eux à chaque seconde. Tous deux se retournèrent pour voir qui était venu et furent incroyablement surpris par ce qu'ils virent. Yu Shen se tenait devant, ses yeux flamboyants de flammes blanches, et devant lui, le chien de l'enfer grogna tout aussi vicieusement. Comme il l'avait juré, Zhao Zi appela doucement le garçon père, ne croyant pas que son souhait se soit réalisé si rapidement. Le jeune homme regarda son ami avec surprise et dit avec indifférence qu'il n'était pas du tout convenable de sa part de lancer de telles paroles, auxquelles ce dernier ne prêta même pas attention et demanda à Shen où il était allé. Le gars s'est gratté l'arrière de la tête et a bâillé, disant qu'il était allé aux toilettes, faisant comme si de rien n'était. Zi a immédiatement crié que le gars mentait, car il était tout simplement impossible de ne pas entendre un tel bruit, ce à quoi le jeune homme a accepté et s'est excusé, car il n'était pas vraiment l'un des meilleurs pour mentir. Du Shu et Yu Shen restèrent debout en silence, ne sachant pas quoi dire ou faire, alors ils regardèrent simplement Shen. Le gars lui-même se tenait calmement à côté du chien de l'enfer et n'en avait même pas peur, tandis que le chien ne réagissait pas non plus à lui. Du et Zhao furent stupéfaits par la tournure des événements, car le jeune homme était passé devant le chien enragé sans même le regarder, tout comme le chien. Du Shu fit une expression insatisfaite et dit à Zhao qu'il pensait qu'ils seraient plus en sécurité ensemble. Après ces mots, Yu Shen prit possession de la cour et commença à réfléchir à la manière de sauver les autres. Il leva les yeux vers ses nouveaux camarades et leur demanda s'il aurait pu les blesser gravement. Les pauvres gens se tenaient devant lui et ne savaient pas quoi répondre, essayant de penser à toutes les options de ce que le jeune homme allait faire. En un instant, Zhao Zi était à quatre pattes, serrant son cœur avec sa main droite et hurlant fort de douleur. Yu Sheng regarda Du Ziyu avec un regard insinuant, qui, comprenant ce que le garçon voulait dire, soupira lourdement et se résigna. Quelques secondes plus tard, l'homme a également commencé à se rouler sur le sol froid, se tenant le bas du dos et gémissant de douleur, attirant l'attention des étudiants autour de lui. En voyant une scène aussi merveilleuse en arrière-plan, Yu Sheng regarda l'objectif de la caméra qui surveillait tout cela. Après cela, il se tint devant le chien et commença à crier un discours, rappelant solennellement le démon furieux qui avait terrorisé ses camarades, et racontant comment eux, les jeunes de Moj, avaient juré un jour de protéger les gens au prix de leur vie. Comme le chien de l'enfer ne comprenait pas vraiment le gars, il ne se souciait pas du tout de ses grands mots, alors le démon grogna et essaya de bondir à nouveau sur le gars. Le capitaine a regardé cette image touchante sur l'écran de l'ordinateur, pensant qu'en voyant cela, Mog serait immédiatement bouleversé et enverrait de l'argent. Les observateurs se tenaient également derrière lui, regardant le film sur l'écran, et le conducteur se demandait si cela valait vraiment la peine de donner au jeune homme autant d'espace pour manœuvrer. Soudain, l'un des gardes a regardé de plus près l'image sur l'écran, après quoi son expression a immédiatement changé en une expression d'incroyable perplexité. Il a immédiatement attrapé le capitaine par l'épaule, a pointé son doigt vers l'ordinateur et lui a ordonné de regarder. De l'autre côté, on pouvait clairement voir Yu Sheng combattre le démon, criant haut et fort que protéger ses camarades était son devoir sacré et que la torche humaine ne s'éteindrait plus jamais. Le chauffeur du bus était stupéfait au-delà de toute mesure, car le gars jouait vraiment divinement pour la foule. Le gars, à son tour, a continué la performance, couvrant Zhao de lui-même et disant que de mauvaises conséquences auraient attendu ses amis s'il n'était pas apparu à temps. Un jeu aussi merveilleux a immédiatement mis en colère le capitaine, car le jeune homme ne pouvait tout simplement pas être cru et il priverait son mari de sa botte. Instantanément, la caméra suspendue sous la stèle commença à bouger et Yu Shen, remarquant cela, réalisa qu'il était temps de terminer. Un terrible démon, sous la forme d'un chien de l'enfer, gisait immobile au milieu d'un immense pavillon, et autour de lui, à une distance de 10 mètres, se tenaient les pauvres étudiants effrayés. Zhao Zi regarda le chien et essaya de comprendre que c'était en effet la fin de l'horreur qu'il venait de vivre. À cette époque, Du Ziyu pensait que même s'ils étaient tous des disciples, il y avait un énorme fossé entre eux, ce qui leur montrait leur impuissance. La porte du train s'ouvrit et une silhouette humaine apparut, criant à haute voix que tous les dieux du monde étaient avec lui. Au milieu du pavillon se tenait un homme excentrique aux vêtements déchirés, et au-dessus de sa tête pendait un bol autour duquel tout brillait, quand il disait lui-même qu'il avait donné de nouvelles âmes aux dieux. Zhao Zi fut le premier à se rendre compte qu'il s'agissait d'un être éveillé de premier niveau, ce qui ne rendit pas vraiment le gars heureux. Les disciples, qui jusque-là avaient été effrayés, furent véritablement surpris lorsqu'ils comprirent qu'il s'agissait d'un hérétique, car ils ne comprenaient pas d'où il venait. Soudain, le bol au-dessus de la tête de l'excentrique a commencé à briller et à briller d'une lumière encore plus vive, poussant certains à fermer les yeux.
Zhao est retourné voir du Ziyu et lui a dit que les hérétiques avaient tué sans pitié, il ne pouvait donc qu'espérer que ce n'était pas le sujet de l'évaluation. Mais malgré cela, Zi savait que le premier niveau éveillé était beaucoup plus fort que le chien de l'enfer, il n'avait donc qu'un seul espoir. À ce moment précis, tout le monde s'est instantanément tourné vers Yu Sheng, le regardant avec des yeux qui faisaient définitivement allusion à quelque chose. Le cirque n'a pas fait attendre longtemps le jeune homme, et en un instant, les étudiants ont attrapé différentes parties de leur corps et sont tombés, se plaignant de terribles douleurs après la bataille. Zhao Zi, pensant que c'était l'une de ses concessions les plus intelligentes, sourit plutôt. Yu Shen, à son tour, n'a pas été du tout surpris et, comme toujours, a dit à l'étranger que tuer des gens était interdit par la loi. Mais le bizarre, semble-t-il, n'a même pas prêté attention à ces mots, alors un instant plus tard, il s'est précipité sur le jeune homme en criant d'abord. Le garçon a esquivé son coup à la dernière seconde, et l'homme a brisé son bol magique sur le sol en béton. Après avoir percé un trou, ses yeux s'illuminèrent d'une flamme rouge et l'éveillé dit que de telles compétences plairaient certainement aux dieux. Après ces mots, l'homme leva la tête et ne vit absolument personne devant lui, le bébé disparut tout simplement dans les airs. Yu Shen, qui avait déjà pointé avec succès sa propre arbalète sur le bâtard, demanda à nouveau pourquoi tuer était interdit. L'homme, sans réfléchir à deux fois, a décidé qu'il tuerait d'abord tous les autres étudiants présents, les faisant tous crier et hurler. L'étranger semblait possédé, il ne cessait de répéter que les dieux étaient avec lui et que leur scintillement était éternel. Cependant, ce spectacle était sur le point de se terminer, lorsque Yu Shen apparut soudainement derrière lui, tenant une petite lame dans ses mains. La seconde suivante, le gars a passé la lame dans le dos de l'homme, alors qu'il n'avait même pas eu le temps d'esquiver, car un tel coup était complètement inattendu. Le gars a sauté de l'autre côté, faisant également courir la lame, mais cette fois le long de la main du païen, le faisant presque tomber le bol magique. Au début, celui qui s'était réveillé ne comprenait même pas ce qui s'était passé et ce n'est qu'après un certain temps qu'il commença à crier de douleur en voyant un tas de sang jaillir de sa main. Il se figea sur place et poussa un cri aigu, tandis que le jeune homme sautait habilement de l'autre côté. Il n'y avait rien dans ses yeux, sauf de la colère et une soif de justice, car personne n'avait le droit de tuer des innocents en dehors de la ville criminelle. Ayant repris son souffle, le premier rassembla à nouveau ses forces et attaqua le gars en lui balançant son bol excentrique. La dernière chose qu'il a réussi à faire avant sa chute mortelle, alors que le jeune homme reculait, a été de lui crier des menaces de mort. Des dizaines de fois après cela, l'homme a essayé d'atteindre Yu Shen et de lui donner une leçon d'une manière ou d'une autre, mais tout cela a été en vain, car le gars était beaucoup plus agile. Le capitaine observait tout cela d'un regard sévère et concentré et comprenait que l'hérésie avait néanmoins trouvé le moyen de revenir. Il a attrapé le micro et a crié à Luo Yun de s'occuper de l'hérétique qui est apparu pendant l'évaluation, car cela pourrait très mal finir. En entendant cela, Liu Qingfeng a crié fort à Yu Sheng que tuer des hérétiques était autorisé dans le monde humain, donnant finalement le feu vert au couple. Le professeur observait le garçon de côté et était étonné de ses compétences, que tous les adultes ne possédaient pas. Il a crié à nouveau que la loi n'interdisait pas de tuer les hérétiques, mais prévoyait au contraire une récompense de 100 000. Finalement, après avoir calculé la stratégie d'action finale, le gars s'est précipité vers le premier et a pris le contrôle de la situation. Il saisit le bras de l'homme si fort qu'il ne pouvait plus le bouger, et tout ce qu'il pouvait faire était d'obéir. Le salaud, ne s'attendant pas à un tel mouvement, a perdu l'équilibre et a réussi à voler au sol, se pliant sous la contre-attaque du gars. La confiance sur son visage s'est instantanément transformée en peur et en confusion lorsqu'il a senti une autre lame toucher son cou et le couper en deux. Le bâtard tomba sur le sol en béton, et une mare de sang rouge vif commença rapidement à apparaître sous sa tête, ce qui fut la dernière chose qu'il vit. Les disciples qui se tenaient là et regardaient cela étaient tout simplement choqués par le fait que Yu Sheng venait de le tuer. Tout le monde a immédiatement commencé à chuchoter entre eux à quel point ce type était incroyablement cruel, tandis que lui se tenait tout aussi impassiblement au-dessus du corps de l'homme et le regardait droit dans les yeux. Soudain, il retourna vers le professeur et lui demanda pourquoi il n'avait jamais vu la loi dont il lui avait parlé. Le mentor dit sévèrement que seule une personne éveillée pouvait comprendre les règles. Shu, qui regardait le cadavre en état de choc, a immédiatement crié fort que Yu Sheng venait de prendre la vie de quelqu'un. Le mentor revint vers lui et fit honte avec colère au jeune homme d'avoir essayé de blâmer Yu Sheng, puisque toutes les personnes présentes dans le pavillon avaient accepté de tuer à ce moment-là. Liu Qingfeng a crié fort que sans Yu Sheng, toutes les personnes présentes seraient mortes depuis longtemps. Il a ordonné strictement aux enfants de regarder le cadavre, ses blessures, ses yeux, et de regarder le visage de la peur, ce qui les aiderait à gagner. Le premier à réagir fut Zhao Zi, qui dit qu'il n'avait pas peur du tout parce que son père était le chef du département de sécurité. Tous les autres ont soutenu le gars et ont dit haut et fort qu'ils n'avaient pas peur non plus, tout comme Zhao. Après avoir tiré quelques conclusions de tout ce qui s'était passé, le professeur a dit que certains élèves feraient mieux de retourner à la vie normale, ils retourneraient donc à l'école demain. Après cela, il retourna vers Yu Sheng et poussa rapidement le garçon à le suivre. Il se promenait dans l'usine sous un ciel noir et étoilé lorsque le professeur a demandé au garçon s'il avait déjà commis un meurtre.
ce à quoi il a répondu par l'affirmative. Le mentor a regardé attentivement son élève et lui a demandé quand cela s'était produit pour la première fois, mais le garçon ne se souvenait pas de la date exacte, alors il a dit qu'il avait 5 à 6 ans. Au fond, Liu Qingfeng se sentait désolé pour le petit garçon, car il s'était engagé sur un chemin si sale à un âge incroyablement jeune. Soudain, le gars a dit que dans une ville criminelle, tuer n'était pas du tout interdit. Mettant une cigarette dans sa bouche, le professeur ajouta avec découragement que Shen était le meilleur de tous ceux qu'il avait rencontrés et que ses talents pouvaient devenir invincibles. Il alluma une cigarette et dit qu'il n'avait pas l'intention de commenter son passé, mais qu'il croyait au bon cœur du garçon. Le mentor a ordonné au garçon de ne jamais pointer une arme sur les gens, mais la réponse de Shen Hula était plutôt ambiguë, même s'il était d'accord. Réalisant cela, le mentor se tourna dans sa direction et regarda le gars droit dans les yeux avec un regard étonné. Il a dit que pour sa bonne action, il devrait recevoir une récompense de Moj, ce à quoi le professeur a souri et a dit qu'il lui donnerait certainement de l'argent si Moj refusait de payer. Le garçon prit le poignard dans ses mains et s'approcha du démon, et lorsque le professeur lui demanda ce qu'il voulait faire, il dit qu'il allait découper le mauvais esprit et ensuite le vendre. Le mentor a dit au jeune homme que l'esprit maléfique qui venait de se transformer était bon marché, mais que la viande qu'il contenait était amère. L'homme s'est exclamé et, comme toujours, sans émotion, s'est dirigé vers l'entrepôt, en mettant ses mains dans ses poches. Luo Tian s'est approché de Liu Qingfeng et lui a dit sévèrement qu'il ne faisait que résoudre un petit malentendu. Le professeur le regarda avec méfiance et lui demanda sarcastiquement si on pouvait vraiment compter sur lui. Luo Tian sourit et dit que l'homme n'aurait pas dû reporter la récompense d'évaluation du jeune homme car il serait en colère, surtout s'il découvrait que le professeur avait pris la récompense. Après avoir regardé autour de lui et vérifié s'il avait une queue, le gars est revenu et s'est dirigé vers la pièce qu'il connaissait. Avant d'ouvrir la porte et d'entrer, il regarda encore une fois derrière lui et, s'étant assuré, entra dans la pièce. Là, il a été accueilli avec un grand sourire par le chauffeur du bus, qui s'est gentiment présenté comme Wang Wenxian, et s'est demandé comment ils pourraient résoudre la situation ensemble. L'homme a déclaré joyeusement qu'ils obtenaient le double de récompense pour le travail d'équipe, mais de tels mots n'ont fait qu'irriter Yu Sheng et il a dit sévèrement qu'une telle coopération ne comptait pas. Le sourire avait déjà un peu disparu du visage du capitaine, et l'idée lui était venue à l'esprit que le gars, en fin de compte, avait raison en matière d'honnêteté. Réalisant cela, Wang Wen ajouta à nouveau avec enthousiasme qu'il était le patron éternel du gars et qu'il pouvait toujours se tourner vers lui si quelqu'un se mettait en travers de son chemin vers la richesse. Remarquant l'allusion, le jeune homme a dit froidement qu'il dénoncerait immédiatement l'homme à Moga s'il pensait même au meurtre. Il gloussa et dit qu'après cela, sa détermination avait disparu quelque part, et Yu Sheng lui-même, à son tour, se leva et réfléchit à qui il serait préférable pour lui de coopérer la prochaine fois. Le capitaine s'éloigna finalement de lui et le garçon pensa immédiatement au 3e point du code de la ville criminelle, qui ordonnait de ne jamais s'approcher des idiots. Finalement, après une nuit si dure et si longue, le matin chaud incroyablement attendu est arrivé. Le corps de l'éveillé gisait toujours au milieu du pavillon, et Du Shu et Zhaozi étaient assis autour de lui. Les étudiants regardaient également cette scène, quand soudain la porte du pavillon s'est ouverte et le chauffeur du bus est entré rapidement. Il se tourna vers les disciples et leur annonça avec joie qu'il rentrait chez eux, ce qui les rendit heureux. Littéralement 1 heure plus tard, les enfants étaient déjà assis dans le bus, regardant par la fenêtre avec un air légèrement triste. Soudain, Zhaozi, qui était assis à côté de Yu Sheng, le prit et lui donna un coup de coude, se tournant vers le gars. Il s'est tourné vers son ami et lui a dit que dès son retour à la maison, il l'aiderait immédiatement à résoudre son problème, mais Shen n'a même pas immédiatement compris de quoi il parlait. Soudain, le gars s'est souvenu qu'en chemin vers la certification, il avait demandé à son ami de prolonger le mandat de son père. Yu Sheng a accepté, et la joie de Zhaozi au plus profond de son âme ne connaissait pas de limite, car le gars était vraiment heureux que le gars l'ait autorisé, et l'a même remercié. Soudain, quelqu'un attrapa l'épaule droite de Yu Sheng, le tirant légèrement en arrière. De côté, le visage de Du Ziyu est apparu, disant qu'il voulait devenir comme Shen et a donc demandé qu'on lui apprenne à tuer. Un peu déprimé, le jeune homme a dit que le gars avait un bon cœur et qu'il ne comprenait sincèrement pas pourquoi il voulait tuer, car c'était illégal. Du sourit et dit que ses compétences linguistiques n'étaient pas très bonnes, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait devenir plus fort. Très sérieusement, le gars est revenu vers lui et d'un ton sérieux lui a dit qu'il devrait faire du polinet, et qu'après cela il deviendrait incroyablement plus fort. Finalement, après plusieurs heures de voyage, le bus est finalement arrivé à Mobei et les étudiants joyeux ont commencé à descendre, tout comme le chauffeur, essayant de rattraper Yu Shen. Il a applaudi et ri, disant qu'ils avaient vraiment passé un bon moment, mais le gars n'a pas réagi à une adresse aussi amicale. Un peu irrité, il est retourné vers son mari et lui a dit qu'il venait de descendre du bus, et celui-ci, comprenant l'allusion, s'est calmé et a décidé de ne pas le brusquer. Le jeune homme ouvrit avec assurance la porte du bureau du directeur et annonça à haute voix qu'il avait accompli la tâche. Le directeur a déclaré qu'il avait entendu parler de son succès,
mais que les résultats de l'évaluation n'étaient pas encore arrivés et que, selon les règles de l'accord, ces conditions devaient être remplies après la décision finale. Le jeune homme est retourné vers le chauffeur et lui a demandé ce qu'il pensait de l'endroit où le garçon aurait pu se retrouver, et le capitaine, à son tour, a dit à haute voix qu'il était en premier lieu. Yu Shen est retourné voir le réalisateur et lui a dit fermement qu'il était celui qui occupait la première place. L'homme regarda le gars avec surprise, ne comprenant pas comment il pouvait demander une telle information à un passant. Mais malgré cela, il sourit maladroitement et demanda qui était l'homme qui accompagnait le gars. Profitant de la situation, Yu Sheng a affirmé que le chauffeur était de province et avait tout décidé lors de cette certification. Le directeur a immédiatement commencé à s'excuser auprès du chauffeur, à lui serrer la main et à couvrir de compliments un travailleur provincial aussi jeune et prometteur. Cependant, après cela, comme toujours, l'homme a commencé à se plaindre que leur petite ville vivait incroyablement mal, sans argent ni ressources, et tout ce qui leur restait était de regarder les jeunes talents. Le directeur chuchota à sa secrétaire d'apporter du thé, et lui-même, souriant, demanda de quel département venait un fonctionnaire aussi respecté. Le chauffeur prit une tasse de thé dans ses mains et parut un peu gêné en disant que c'était de la réserve. Le directeur répéta encore une fois le dernier mot de sa phrase, car il lui semblait qu'il ne l'avait pas bien entendu. Mais réalisant qu'il avait pris la bonne décision, l'homme prit immédiatement la tasse de thé de Wang Wen et la reprit, laissant le capitaine debout derrière et se sentant mal à l'aise. Quelque peu irrité, il retourna à son bureau et lui demanda sarcastiquement pourquoi il ne lui avait pas dit plus tôt qu'il était de la réserve. Mais sans aucune intention de répondre à une telle question, Yu Sheng tendit simplement la main et demanda où se trouvait son destin promis. Avec une réticence totale et une expression ironique sur son visage, le réalisateur jeta plusieurs pierres brillantes de couleur émeraude sur sa main. Le jeune homme les regarda avec satisfaction et les serra fermement dans son poing, fier de son travail. Ils n'ont pas perdu beaucoup de temps dans le bureau du directeur, alors ils sont partis et se sont dirigés plus loin dans le long couloir. Instantanément, le téléphone du jeune homme a vibré dans sa poche, alors le gars a dû le sortir et décrocher le combiné. La voix joyeuse de Zhao Zi pouvait être entendue de l'autre côté, qualifiant le père de Shen de gars incroyablement cool. L'homme a dit que lorsqu'il avait rendu visite à son père en prison, il n'avait pu le trouver que sur une seule policière, qui avait pensé à sa main. Mais après cela, Zhao a ajouté avec satisfaction que sous sa direction, le crime de son père a été reclassé avec succès comme plus grave et qu'il ne sera donc pas libéré de sitôt. Yu Sheng fut ravi par une si merveilleuse nouvelle et félicita son ami, car il avait en effet parfaitement accompli sa tâche. Pendant ce temps, Shen et le capitaine atteignirent finalement le ministère secret et entrèrent dans son hall principal, marchant avec confiance vers le comptoir. Wang Wen regarda autour de lui avec admiration et examina attentivement les ornements sur les murs du ministère, qui étaient vraiment frappants par leur beauté. À la réception principale était assise une jolie fille qui écoutait les clients avec un doux sourire et essayait de les aider. Soudain, la jeune femme remarqua deux excentriques debout au milieu du hall principal, et quelque chose chez eux la rendit méfiante. Finalement, la jeune fille comprit pourquoi le visage de l'homme adulte lui semblait si familier, car elle ne pouvait pas comprendre comment il s'était retrouvé là. Elle décrocha rapidement le téléphone et annonça à son mari, de l'autre côté du fil, que Van, malade, était de nouveau venu au ministère. L'ouvrier assis au comptoir voisin, entendant cela, a immédiatement crié qu'il y avait urgence et tous les comptoirs se sont soudainement fermés pour une pause temporaire. Les visiteurs restèrent là, perplexes, ne comprenant pas ce qui venait de se passer, car il y a une minute, littéralement, toutes les tribunes fonctionnaient. Yu Sheng, à ce moment-là, observait le capitaine et pensait que ceux qui bavardaient n'étaient pas du tout dignes de confiance. Après tout, c'était la première règle de la cité criminelle. Soudain, une fille agitée s'est approchée du comptoir et a commencé à demander de l'aide à l'employé, car son capitaine était parti en mission dangereuse et s'était retrouvé à l'hôpital. La jeune femme derrière le comptoir ordonna sévèrement à la jeune fille de ne pas paniquer et de raconter à nouveau la situation, mais plus calmement. La pauvre, à travers ses larmes, commença à parler de la récompense qui était donnée à ceux qui luttaient contre l'hérésie, et si son capitaine mourait, tous ne survivraient pas sans lui. L'employé a placé un grand livre sur le support et a dit à la jeune fille qu'elle devait vérifier la politique de leur entreprise. Elle commença rapidement à feuilleter un tas de pages que, semblait-il, personne n'avait ouvertes depuis très longtemps. Finalement, elle a pointé du doigt l'une des pages et a déclaré qu'une telle récompense existait, mais que le soldat devait enregistrer des preuves vidéo. La fille a placé un petit objet sur le comptoir qui ressemblait beaucoup à une clé USB et l'a remis à l'employé. L'étranger a essayé d'esquisser un petit sourire, et l'ouvrier, à son tour, a pris la clé USB et l'a remercié. Elle l'a branchée sur le moniteur et a rapidement tapé quelque chose sur le clavier, après quoi la vidéo est finalement apparue sur l'écran. La vidéo montre clairement comment un inconnu donnait des coups de poing à une compagnie de 3 gars qui tenaient à peine debout après le combat. La jeune fille se mit à pleurer à nouveau et à supplier la jeune femme de l'aider dans sa tâche, mais l'ouvrière n'avait pas ce droit, même si elle voulait vraiment aider. Soudain, une nouvelle idée lui est venue à l'esprit,
et la fille s'est levée d'un bond et a dit qu'elle allait chercher un manager qui pourrait aider le pauvre garçon. Yu Shen et le chauffeur de bus regardaient toujours tout cela, et pour une raison quelconque, ils ne regardaient pas très bien le travailleur qui courait après le patron. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit et, sans réfléchir longtemps, l'homme jeta l'éponge, affirmant qu'il prendrait le risque, car l'argent était tout pour lui. Il a couru vers le comptoir en criant à l'aide, racontant exactement la même histoire à la pauvre jeune femme. Alors qu'il ordonnait à l'ouvrier de lui donner une lettre de recommandation, il regarda avec espoir Shen derrière lui, espérant qu'il l'aiderait. Instantanément, le visage du gars est passé d'un visage sans émotion et indifférent à un visage plus excité et même un peu effrayé. Derrière le dos du capitaine, une énorme silhouette d'homme apparut instantanément, ses yeux flamboyants de rage. Shen avait l'impression que c'était le commandant de la garde de Bechunsheng dont Wang Wen avait parlé plus tôt, et le capitaine lui-même, sentant une respiration lourde, perdit soudainement tout son courage et sa détermination. L'homme a compris qu'à ce moment-là, sa vie ne tenait qu'à un fil mince, et il a donc essayé de trouver quelque chose qui le sauverait. Prétendant qu'il n'avait pas encore remarqué le commandant derrière lui, Wang Wen commença à glorifier et à idolâtrer son mari, espérant qu'il aurait pitié de lui après les fausses allégations de sa mort. La fille derrière le comptoir s'est finalement lassée d'écouter de telles bêtises, alors elle a maudit l'homme et l'a chassé. Soudain, le capitaine entendit enfin la question caustique du commandant derrière lui demandant comment il avait osé dire qu'il était mort. Wang Wen revint immédiatement et vit effectivement Shen Yimou, qui avait été son commandant puis avait pris sa retraite, debout devant lui. Comparé à l'énorme homme, Wang Wen ressemblait à un grain de sable aussi faible et inutile que possible. Imperturbable face au désir de vivre, le chauffeur du bus saisit fermement la main du grand gars et applaudit doucement pour lui dire qu'il allait maintenant tout lui expliquer. Le capitaine tendit la main vers l'oreille du commandant et lui murmura quelque chose, ce qui surprit sérieusement le commandant, lui demandant à nouveau si celui dont Van lui avait parlé était vraiment si cool. Le mari hocha la tête et confirma ses paroles, après quoi il ajouta qu'il était un véritable homme riche. Shen Yimou lança un regard noir à Yu Sheng et le regarda avec un regard évaluateur qui semblait quelque peu méfiant. Soudain, l'homme a commencé à s'approcher du gars, et quand il s'est approché, il lui a tendu la main, lui a dit bonjour et s'est présenté. Mais le jeune homme n'avait pas l'intention de lui serrer la main, alors le commandant décida de la mettre sur son épaule et de lui dire avec un sourire que le garçon devait immédiatement l'informer de ceux qui l'avaient insulté à Banshunshen. Yu Shen esquiva sa paume et dit froidement qu'il n'aimait pas du tout les combats, contrairement à l'argent. Shen Yimou a ri et a dit qu'il jure sur sa tête que le gars récupérera son argent. Après avoir déclaré à haute voix que c'était maintenant son tour, l'homme avec un léger sourire s'est dirigé vers l'un des stands où se tenait une fille avec une clé USB. Finalement, l'ouvrier apparut dans le hall avec le patron, qui marchait avec confiance vers le comptoir où se trouvait la pauvre jeune femme. Le commandant de la sécurité, à son tour, continuait déjà à haute voix l'histoire de Wang Wen, essayant d'obtenir de l'argent, tandis que le patron et l'employé se tenaient là et le regardaient avec perplexité. Bien que le patron ait compris que l'homme fort était un héros de la guerre contre les démons, tout ce qu'il faisait chaque jour était de se tourner les pouces. Il a demandé à Shen d'attendre pendant qu'il s'occupait de la fille que le travailleur lui avait déjà montrée. L'homme était incroyablement nerveux à l'idée qu'une génération jeune et âgée aussi talentueuse se soit réunie dans son bureau. Pointant du doigt avec colère la jeune fille et le commandant, il a crié à l'ouvrier de les mettre sur liste noire parce qu'ils étaient des voleurs. Se retournant et se dirigeant vers son bureau, il a ajouté que le commandant n'avait pu accomplir aucune de ses tâches, après quoi il a commencé à se plaindre bruyamment et à objecter dans son dos. Shen Yimou a attrapé Yu Sheng, lui a serré l'épaule et l'a tiré vers lui, demandant effrontément au patron s'il savait qui était ce type. Le patron est revenu et a demandé au commandant à propos du gars avec incrédulité, tandis que Yu Sheng ne pouvait pas comprendre comment le patron pouvait renier l'officier de réserve et le commandant qui s'était réveillé 6 fois et avait clairement le rang le plus élevé. Shen Yi, sans tarder, commença à raconter que Shen était son bon ami, qui versait du sang et tuait des esprits maléfiques pour le bien de l'humanité. Le patron, entendant ces mots, se retourna et sourit sournoisement, se souvenant un peu. Il a crié au commandant d'un ton moqueur que s'il donnait de l'argent à des gens comme eux tous les jours, Mose ferait tout simplement faillite. Maintenant enragé, Shen Yimou a crié sévèrement à l'homme impudent qu'il ne ferait rien, même près de lui. Les hommes se précipitèrent immédiatement les uns sur les autres, mais leur chemin fut soudainement bloqué par une immense table. En voyant un spectacle aussi merveilleux, Yu Sheng s'éclaircit la gorge avec embarras, demandant poliment s'il pouvait ajouter quelques mots. Sans attendre de réponse, le gars a commencé à parler d'une des lois de Moj, selon laquelle ceux qui combattaient dans la ville devaient être emprisonnés pendant 6 mois et devaient payer une amende de 100 000. Shen Yimou regarda le jeune homme sous le choc et s'exclama qu'il n'avait pas signé de tels ordres. Mais Yu Sheng, à son tour, a continué à dire qu'il avait postulé pour effectuer la tâche et que, selon la loi sur la protection des droits, il ne pouvait tout simplement pas être refusé. Ce comportement étrange a surpris Shen Yi, alors il a demandé à Wang Wen, confus, si le gars avait raison. L'homme a dit à son patron de regarder la vidéo de certification,
ce à quoi il a répondu avec indignation qu'en aucun cas il ne la regarderait ni ne confierait une tâche à l'homme. Cependant, l'employé a décidé de ne prendre aucun risque et d'allumer la vidéo à partir de la clé USB que Shen lui avait donnée. Elle l'a regardée attentivement et a ajouté que la vidéo présentait des signes de montage. Le jeune homme était d'accord avec elle et a demandé d'appeler un spécialiste pour analyser la situation, car les forces étaient inégales et les étudiants perdraient sans son aide. Après avoir vu ce qui était sur la vidéo, le chef a sèchement ordonné à la jeune femme de laisser passer le jeune homme et de lui donner une récompense complète conformément aux normes. La fille a immédiatement écouté le patron et a commencé son travail habituel. Elle a cliqué sur quelque chose sur l'ordinateur et une seconde plus tard, souriant, elle a informé le gars que l'argent serait déposé sur son compte dans les prochains jours. L'homme a remercié l'ouvrier, s'est retourné et a demandé froidement à son patron pourquoi il avait changé d'avis si brusquement. Le mari lui a demandé sévèrement si le gars avait l'intention de travailler au ministère secret, mais pour le moment, Yu Sheng n'avait pas de tel projet. Il a remis au garçon une carte de visite et a ajouté qu'il était l'assistant du ministre Moj, et que si le garçon décidait de rejoindre le ministère secret, sa carrière ne s'arrêterait pas là. Voyant cela, Shen Yimou fut sérieusement indigné et, insultant le chef, menaça de le punir, car il était inouï qu'un commandant de réserve soit refusé à cause d'un gosse. L'homme regardait son patron et ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, mais il ne s'attarda pas longtemps sur ses pensées. Un Shen enragé s'est levé et a immédiatement applaudi Yu Sheng, disant que la prochaine fois, il lui fournirait certainement une grosse somme d'argent. Le commandant a attrapé Wang Wen par l'épaule et l'a tiré avec lui, disant sévèrement qu'il était temps pour eux de partir, alors que l'homme ne comprenait pas comment il pouvait simplement laisser l'argent derrière eux. Découvrant les dents, l'officier demanda d'un air menaçant au capitaine comment il avait encore le culot de vouloir de l'argent. Finalement, après tant d'aventures, Yu Shen a eu l'opportunité de retourner à l'école. Dès qu'il entra dans la cour, il fut immédiatement remarqué par Zhao Zi, qui, joyeusement, mais un peu excité, courut vers son ami. Le gars a commencé à lui dire que pendant l'absence du garçon de l'école, absolument toute la direction avait changé parce qu'ils avaient obtenu la certification, mais en même temps 2 autres écoles n'étaient pas d'accord avec cela. Zhao regarda le jeune homme avec bonheur et ajouta qu'avec son retour, tout irait certainement mieux et qu'ensemble ils pourraient tout surmonter. Yu Shen le regarda avec intérêt et, après une seconde, il demanda si le jeune homme était prêt pour cela. Zhao sourit d'un air penaud et, pour changer de sujet, dit que Shen était recherché par le professeur Liu, qui se trouvait dans un café près de l'école à ce moment-là, ce qui surprit même un peu le gars. Sans tarder, Yu Shen se rendit au café du petit déjeuner, où le professeur aimait vraiment aller. Il s'est approché du mentor et lui a demandé pourquoi il le cherchait, ce à quoi il a simplement pointé du doigt le serveur qui servait les plats. Yu Shen connaissait cet homme parce que tous ses camarades de classe l'appelaient Lam Wang. Liu Qingfeng porta un verre d'eau à ses lèvres et demanda au gars ce qu'il pensait de ce serveur. Shen revint vers lui et lui dit qu'il n'avait aucune idée car il ne connaissait pas très bien le serveur. Le professeur Liu a commencé à raconter que le boiteux Wang était autrefois un officier de réserve et qu'il y avait été formé pendant 2 ans, mais parce que certaines données n'étaient pas suffisantes, il a été envoyé au serment de l'Est. Le 3e jour de son séjour là-bas, le pauvre homme a été attaqué par des esprits maléfiques et sa jambe a été cassée, alors le gars n'a eu d'autre choix que de rentrer chez lui. Le mentor regarda le jeune homme d'un air sévère dans les yeux et dit qu'il voulait lui dire que les gens ne passaient pas un si bon moment en ce moment. Liu Qingfeng a demandé au garçon s'il sauverait le boiteux Wang s'il le voyait en danger, mais Yu Sheng ne le savait pas. Le jeune homme a déclaré qu'il avait vu de ses propres yeux comment l'homme sauvé avait pointé une lame de couteau sur son sauveur, et avait également vu comment 3 vies avaient été données pour un morceau de pain. Le professeur s'est levé et a dit qu'il n'aurait probablement pas dû forcer le garçon, car le monde n'avait jamais été de son côté. Il s'approcha de Shen, posa sa main sur son épaule et se demanda pourquoi il avait décidé de forcer le garçon à protéger le monde en premier lieu. Mais soudain, le professeur remarqua quelque chose qui le fit avaler nerveusement et retirer sa main de l'épaule du garçon. Dans l'une de ses mains, le garçon tenait fermement une petite lame qu'il avait récemment utilisée pour couper en morceaux le fou éveillé. L'homme fit un pas vers la droite et suggéra de parler d'autre chose. Il a demandé à Yu Sheng s'il avait des amis, et il lui a parlé d'une fille qui était restée dans la ville criminelle, mais qui était censée partir après 307 jours. Le professeur a allumé une cigarette et a demandé au garçon ce qu'il ferait si quelqu'un essayait d'attraper sa petite amie. Le jeune homme regarda froidement son mentor et dit brièvement qu'il tuerait quiconque oserait faire cela. Mais Liu Qingfeng ne s'est pas arrêté et a demandé que même si c'était le monde entier, la pensée du gars restait inchangée, car il était prêt à tuer le monde entier. L'homme regarda le van boiteux et ajouta qu'il était le même, seulement il protégeait ce monde. Yu Shen ne le savait pas, alors il regarda avec surprise le pauvre gars qui servait tristement des desserts aux invités du café. Liu Qingfeng a jeté son mégot de cigarette et a dit au garçon de le suivre, car le professeur voulait lui montrer quelque chose. Après 15 minutes de marche, ils se retrouvèrent dans un camp de vétérans, où plusieurs dizaines d'âmes infirmes veillaient sur les invités. Soudain, un homme s'est approché d'eux et a demandé au professeur qui il avait amené cette fois-ci, et Liu a présenté son élève d'une voix calme.
Le mari s'est approché du gars, l'a regardé attentivement et, se grattant la barbe, a ajouté que le gars avait l'air bien, mais en un instant, Yu Shen a vu un étrange magazine dépasser de derrière la veste de l'étranger. À ce moment précis, Shen se pencha brusquement et rappela à l'homme le code pénal de Moj, selon lequel la vente publique de magazines comme le sien était passible de 15 jours d'arrestation ou d'une amende de $2000. L'étranger regarda le jeune homme avec perplexité, et celui-ci, à son tour, lui montra 3 doigts, ajoutant que c'était exactement la somme qui serait suffisante. Le mari prit Yu Sheng par l'épaule et la conduisit dans la direction opposée à celle du professeur, en disant qu'il voulait seulement parler de quelque chose avec le bébé. Il a déclaré avec indignation que 30 000 lui coûterait la vie, ce à quoi le gars a répondu qu'il voulait dire 300. Le travailleur du camp, irrité, maudit le garçon et dit qu'il avait seulement acheté quelques magazines pour gagner un peu d'argent pour vivre. Yu Sheng n'avait aucune intention de reculer, alors il s'éclaircit la gorge et ajouta que de tels magazines étaient vendus dans le nord de Mobei au magasin de musique Brown. Il a dit que les magazines étaient vendus à cet endroit pour 1 yuan, donc l'homme devait encore en avoir 800. L'homme a crié haut et fort que 200 était le maximum qu'il pouvait offrir, sinon Shen pourrait partir et le déshonorer devant le professeur. Mais le gars a dit indifféremment que s'il dénonçait son mari au ministère, il pourrait obtenir $5000, après quoi il a commencé à composer le numéro de téléphone requis. L'étranger lui arracha immédiatement le téléphone des mains et déclara que c'était son argent pour les funérailles, puisqu'après tout, il avait une conscience. Mais comme l'homme n'a pas raccroché, on a entendu la voix de quelqu'un au téléphone qui demandait son nom. Zhong Yushu a immédiatement déclaré que c'était une grosse erreur et a immédiatement raccroché, paniqué. Il a donné $300 au jeune homme et lui a dit qu'il ne marchanderait même pas, car ce type ne prenait pas du tout l'argent au sérieux. L'homme commença à marmonner avec mécontentement qu'il était un héros, protégeant et apaisant les démons pendant 30 ans, versant le sang. Liu Qingfeng, à son tour, regardait son vieil ami et petit ami avec un sourire et était heureux que Zhong Yushu aimait autant le gars. Finalement, ils commencèrent à retourner vers le professeur, et Zhong Yushu lui-même ne cessait de féliciter le garçon, disant qu'il avait eu une excellente éducation. Le mentor était comiquement embarrassé et a remercié pour ses gentils mots, ajoutant qu'il continuerait d'essayer. Après avoir réfléchi un instant, Yu Shen, qui se tenait à côté de lui, a dit que l'homme pourrait changer un peu le format de son entreprise, en remplaçant les disques interdits par des disques ordinaires, et alors il n'aurait plus à s'inquiéter. À ce moment-là, la pensée traversa l'esprit de Zhong Yushui que le gars connaissait vraiment un peu les affaires. Il lui a demandé avec curiosité s'il avait été réveillé, ce à quoi Yu Sheng a répondu que l'évaluation était censée avoir lieu cette semaine. Avec un large sourire, l'homme a demandé au garçon avec admiration combien de motifs il avait, mais le garçon l'a ignoré. Il rit et dit qu'une telle prudence était inutile, car il devait apprendre à faire confiance à ceux qui l'entouraient. Le professeur a amené le garçon au vétéran pour le lui montrer, et en quelques minutes, il se trouvait devant les tombes de la femme, du fils et des parents du vieux Zhong. Le mentor a dit qu'il avait laissé la dernière tombe vide pour lui-même, car l'homme lui-même a vécu si longtemps qu'il a été témoin de 2 changements de direction du ministère des Impurs. Il a dit que les gens pourraient effectivement vivre différemment, mais malgré cela, la race humaine a toujours eu besoin de ceux qui pourraient la protéger. Liu Qingfeng a doucement placé sa paume sur la tête du jeune homme et a dit qu'il espérait voir le garçon comme un protecteur. Se rappelant ce qui s'était passé la dernière fois, l'homme regarda attentivement les mains du garçon, mais cette fois, il n'y vit aucune arme. Le professeur a dit qu'en dehors de la ville criminelle, il y avait un vaste monde que Yu Shen devait absolument voir. Mais soudain, derrière eux, ils entendirent le cri enragé de Zhang, leur ordonnant de s'éloigner de sa crypte familiale, car ce n'était pas un zoo. Liu Sanfeng était un peu embarrassé, réalisant que l'homme avait effectivement raison, et Shen, comme toujours, restait indifférent. Un homme inconnu vêtu d'une robe noire était assis à une petite table et parlait tranquillement au téléphone à l'esclave divin pour lui dire que le plan devait être accéléré. Il a déclaré que la dernière opération était trop importante, car même le ministère de l'exorcisme a dû se joindre à la purge, ce qui lui a fait subir d'énormes pertes. L'homme a soudainement explosé, s'exclamant qu'il était impossible de démarrer le plan pendant l'évaluation, puisque Jiangbei était celui qui était le plus surveillé. Yu Shen se tenait à nouveau au milieu de l'immense bureau du directeur de l'école, sur le point de lui dire quelque chose. Mais un étrange parchemin réapparut dans sa tête, lui faisant penser à son objet magique, un bâton qui doublait sa force et sa vitesse, et décuplait son efficacité au combat. Forçant un sourire, le directeur a demandé au garçon s'il avait la garantie que ses résultats seraient promus dans le top 10, mais le garçon n'en avait aucune idée. Selon les règles de la ville du crime, on ne pouvait jamais être sûr si toutes les informations n'étaient pas connues, car la tâche pouvait échouer. Le directeur a déclaré qu'auparavant la limite était de 100 points et que pour chaque promotion qu'un gars obtenait dans la liste, il allait lui donner quelque chose. Il réfléchit quelques secondes et, frappant du poing sur la table, ajouta qu'il donnerait $100 au gars, et que s'il atteignait la première place, il recevrait $10 000. En entendant de telles conditions, Yu Sheng se retourna et se dirigea vers la porte, disant au revoir au directeur.
Le mari s'est immédiatement écrié et a bloqué la sortie du garçon, en lui disant que si leur école montait à la 3e place du classement régional, il recevrait une jolie somme, qu'ils pourraient partager entre eux à 70/30. Le gars a levé les yeux vers le directeur et a loué son plan, mais à la fin, il a demandé s'il souhaitait gagner plus. Il revint et retourna au bureau du directeur, puis commença à esquisser un plan impliquant l'uniforme scolaire, qui nécessitait l'implication de 3 élèves. Le gars a conseillé au directeur d'envoyer son consentement à la direction et de mettre ensuite une publicité sur l'uniforme scolaire. Il lui a remis une bible des affaires et a ajouté que les étudiants deviendraient des panneaux publicitaires ambulants parce qu'ils auraient de bonnes places et donneraient des interviews dans cet uniforme scolaire. Finalement, le gars a dit que c'est ainsi qu'il deviendrait célèbre et que les enfants seraient plus qu'heureux de dépenser de l'argent pour un uniforme scolaire. En entendant un plan aussi merveilleux, le directeur fut ravi et dit que le garçon pouvait bien lui faire confiance, car le chef du département de l'éducation de Mobei était son vieil ami. Après une réaction aussi violente, Yu Sheng a soudainement demandé à l'homme s'il était un officier de réserve, ce à quoi il a été surpris et a répondu qu'il l'était. Le gars le regarda quand même et ne répondit pas, pensant que dans ce cas, on ne pouvait pas faire confiance à cet homme. Il a décidé de demander exactement comment le réalisateur allait diviser l'argent qu'il recevait, et il a répondu avec un sourire que Shen recevrait 60%, ce qui, à son avis, était assez généreux. Le jeune homme tourna la tête dans l'autre sens et regarda par la fenêtre avec un regard vide, exprimant son propre mécontentement. En désespoir de cause, l'homme a crié qu'il donnerait au gars 70% et que c'était la limite, car la réputation de l'école et ses relations coûtaient aussi de l'argent. Yu Sheng regarda à nouveau le directeur, hocha la tête et accepta l'accord. Ayant entendu l'accord, le directeur s'est précipité vers la table en disant qu'il allait mettre un sceau sur le contrat afin que l'accord soit officiellement signé. Le gars a sorti son téléphone portable de sa poche et a dit qu'il avait enregistré toute la conversation sur un dictaphone, donc un contrat n'était pas nécessaire. Après cela, sans aucune hésitation, il quitta le bureau en claquant bruyamment la porte derrière lui et en laissant le directeur le surveiller avec confusion. L'homme, à son tour, bouillonnait intérieurement, car tout ce qu'il voulait, c'était de l'argent, et maintenant il devait aussi se demander si le garçon le dénoncerait au ministère. Exactement une semaine plus tard, Yu Sheng se tenait au même endroit, examinant attentivement la veste, au dos de laquelle des publicités étaient visibles. Dans le gymnase où l'examen était sur le point de commencer, Zhao Zi se leva et supplia Yu Sheng de ne pas le battre, tandis que Yu Sheng se tenait silencieusement en face de lui. Les yeux du garçon étaient remplis de larmes, son nez saignait et son visage était couvert d'échymoses, tandis que le garçon demandait à Shen de le faire au moins plus lentement. Avant que Zhao ait pu finir de parler, Yu Sheng balança soudainement son bras et se préparait déjà négligemment à frapper. Le pauvre gars se prépara au pire, serrant les dents et fermant hermétiquement les yeux. Mais une fraction de seconde plus tard, tout ce qu'il entendit fut une forte détonation et son écho dans tout son corps alors que le garçon visait le sac de frappe que Zhao serrait fermement. Le gars a crié et s'est envolé au sol avec le sac de frappe, perdant l'équilibre. Cependant, il ne lâcha pas la poirée, en la versant, ajouta à voix basse que même si son ami était gentil, son coup était incroyablement fort. Kachou se tenait debout et regardait les garçons, pensant qu'il devait également améliorer ses capacités de combat, car c'était la raison pour laquelle il avait été transféré dans la nouvelle école. Cependant, voyant comment un instant plus tard Sheng attrapa la jambe de son ami et commença à le jeter d'un côté à l'autre alors qu'il hurlait de douleur, la pensée de Duziu changea légèrement. Le moment de patience du gars a expiré et pour le bien d'une expérience, il a décidé de rejoindre le combat. Cependant, quelques minutes plus tard, Duchou était allongé sur le sol à côté du pauvre Zhao dans le même état que lui. Afin de prendre l'air, Yu Shen, à son tour, sortit dans le couloir et sous le premier mur du gymnase, regardant pensivement le sol, tandis que le professeur s'approchait lentement de lui. Voyant le garçon voler dans le ciel, Liu Qingfeng s'est approché et lui a demandé à quoi il pensait. Le jeune homme leva les yeux et demanda ce qui se passerait s'il devait se battre pendant l'examen, puisqu'il ne le voulait pas et n'avait pas l'intention de le faire. Le mentor lui a suggéré de tirer ou d'émousser les lames des poignards, mais le gars n'a pas aimé cette idée, car il n'allait pas non plus abîmer délibérément l'arme. Shen regarda à nouveau le sol et demanda à Liu Qingfeng pourquoi il était interdit de tuer des gens en dehors de la ville du crime. En entendant une telle question de la part de son élève, il rit et posa sa main sur son épaule. Après cela, il lui caressa doucement la tête et demanda si le gars se souvenait du vétéran du café. Le mentor a dit que demain il irait au camp des vétérans, puisque son fils unique avait également rejoint la réserve. Il a ajouté que récemment, Moj l'avait constamment poussé et que, comme le professeur n'avait pas d'enfant, il avait également dû se rendre au camp des vétérans. Mais après une courte pause, il ajouta que puisque Shen était son élève, il était considéré comme un enfant, et le professeur voulait utiliser ce privilège pour éviter d'aller au camp et rester avec lui. Le garçon a accepté, car le professeur était vraiment devenu très proche de lui, malgré le fait qu'il ne l'aimait pas beaucoup avant. Le mentor regarda son élève avec un regard doux et pendant un instant des larmes apparurent dans ses yeux, qu'il repoussa immédiatement.
Ils traversèrent la ville en direction des portes de la ville de Mobei, et finalement, après plusieurs dizaines de minutes de marche, ils atteignirent leur destination. Alors qu'ils traversaient la route, Liu Qingfeng a conseillé au garçon d'y réfléchir, car il n'avait presque aucun problème de caractère. Shen s'est dirigé vers une table où un homme avec un badge autour du cou était assis, écrivant le nom, l'âge, le numéro d'identification et le nom des parents de tous ceux qui voulaient se joindre à nous. Le garçon a donné son nom et son âge, après quoi l'homme lui a demandé si Liu Qingfeng, qui se tenait à côté de lui, était son père, ce à quoi il a répondu que son père n'était pas venu. L'enseignant a alors pris les choses en main et a demandé avec assurance à l'homme d'inscrire son nom sur la liste des tuteurs, car il était le professeur du jeune homme. Soudain, leur attention fut attirée par une forte explosion qui retentit à plusieurs pâtés de maisons des portes de la ville. Les gens qui se trouvaient autour criaient de peur, commençant à paniquer et à supposer que l'explosion avait eu lieu près de l'école. L'homme avec l'insigne a crié fort que les hérétiques avaient décidé de faire irruption à nouveau dans la vie humaine et que Mose avait déjà envoyé des gens pour s'occuper d'eux, donc les gens devaient se calmer. Liu Qingfeng s'est tourné vers Shen et, l'appelant le premier de la province, a ajouté qu'il l'attendait. Le professeur a ouvert un portail par lequel il est lui-même passé, et après lui, Yu Shen s'y est dirigé, faisant signe au revoir à l'homme avec le badge. Il ne s'était pas passé une minute que les gens, ayant entendu parler des hérétiques, se mirent immédiatement à crier terriblement et à fuir dans toutes les directions. Soudain, un homme avec un badge est apparu devant Liu Qingfeng, disant sévèrement que la ville était dangereuse et qu'il n'était donc pas autorisé à y entrer. Le professeur, à son tour, déclara d'un ton menaçant qu'il était un officier de réserve et qu'il avait gardé le serment d'humilité pendant 2 années impures, et que protéger les gens était donc sa vocation. Soudain, un groupe assez important d'hommes se rassembla autour de lui, qui avait également servi autrefois de pion aux démons et était prêt à protéger la race humaine. Ils se sont rassemblés en un grand bataillon et, criant que protéger les gens était leur tâche principale, sont venus apporter leur aide. L'homme avec le badge leur a crié qu'il serait difficile de traverser la ville, alors ils resteraient là et espéreraient leur victoire. À ce moment-là, l'idée lui traversa l'esprit que dans le passé, lors des attaques de démons, les gens résistaient jusqu'à la fin, mais cette fois, l'humanité était affaiblie et la fin pouvait être très imprévisible. À ce moment-là, un groupe d'étrangers étranges en robe, manifestement des hérétiques, ont fait irruption dans l'école. Wang Wen, debout au milieu d'une foule d'enfants prêts à se battre, rapporta que les hérétiques avaient en effet décidé d'attaquer l'école. L'un des étudiants, qui semblait plus âgé que les autres, a dit d'un ton menaçant qu'il devait agir rapidement. L'autre, tenant une sucette rouge, suggéra de se battre jusqu'à la mort, car ce serait plus rapide. Alors que Wang Wen sortait une grande hache de derrière son dos, les hérétiques s'approchèrent finalement de l'école et commencèrent à crier leurs prières aux serviteurs de Dieu. Le capitaine déclara haut et fort que puisque Moj n'était pas là, il dirigeait les troupes qui devaient terminer la bataille en 5 minutes, et que quiconque désobéirait à cet ordre sentirait sa tête lui tomber des épaules. Après une déclaration aussi forte, derrière son dos, il entendit des paroles mécontentes selon lesquelles, venant tout juste de rejoindre les réserves, le gars ne pouvait pas donner des ordres aussi impudents. Le chauffeur du bus est revenu et a vu la silhouette de Liu Qingfeng derrière lui, qui était venu pour aider. L'homme qui était arrivé avec lui a ri et a dit qu'il se souvenait de Wang Wen parce qu'il avait été battu quotidiennement dans l'armée quand il était enfant, et il avait pleuré bruyamment en réponse. Profitant du moment où le chauffeur du bus était distrait, l'homme lui a fait trébucher et il est tombé au sol, après quoi l'étranger a ri et lui a rappelé qu'il était impossible d'être distrait pendant une bagarre. Liu Qingfeng a donné haut et fort l'ordre de bloquer les portes et de ne pas permettre davantage de victimes alors qu'il amenait des gens pour protéger l'école. Il ne se passa pas un instant avant qu'une terrible bataille éclate entre les défenseurs et les hérétiques. Zong, qui s'était échappé pour la première fois depuis longtemps pour aller pêcher, appréciait la vue du flotteur dans l'eau, doucement bercé par les vagues. Soudain, il entendit des pas lourds derrière lui et comprit immédiatement que son plaisir s'arrêterait là. Derrière lui, l'assistant du chef du ministère, Moj, apparut, marchant vers lui avec confiance. Mécontent, Jun revint indigné et demanda ce qui s'était passé car l'homme lui avait fait peur. Le mari a rapporté que l'Infeng, de la 4e génération, l'avait supplié de sortir de sa solitude. Au fond, Zong poussa un soupir de soulagement car il pensait que Mede était de retour, alors il gronda l'étranger et lui ordonna de partir car il n'avait pas l'intention de revenir. Il retourna vers le pêcheur et ajouta en conclusion que s'il retournait au gage avec le niveau de force qu'il avait maintenant, il serait tout simplement emporté par le vent. L'homme a de nouveau commencé à le supplier de revenir, car la 3e génération tenait à peine le front et sans Zong, l'avant-poste de l'humilité impure ne pourrait pas tenir, mais le pêcheur a continué à refuser. Soudain, un représentant du ministère sortit de sa poche une étrange petite boîte. Il l'ouvrit et le tendit à Zong, lui demandant à nouveau de revenir car il croyait que ce qu'il y avait dans la boîte le convaincrait au-delà des mots. Le pêcheur sourit et demanda si son corps redeviendrait vraiment le même qu'avant s'il mangeait la perle qui se trouvait dans la boîte. L'étranger a dit que Mobei avait été attaqué et qu'il y avait du chaos dans la ville elle-même, et donc sans l'aide de l'homme, ils seraient tous témoins de la mort de personne.
Zong tourna à nouveau son regard vers lui avec mécontentement et lui reprocha de le menacer avec la vie de personnes innocentes. Le pauvre homme était déjà prêt à accepter n'importe quelle condition, puisqu'il se battait simplement pour Mobay et n'avait rien d'autre à offrir. Finalement, après tant de persuasion, le pêcheur se leva et, en soupirant, prit la perle magique dans ses mains. Soudain, une question vint derrière lui, demandant si l'homme était vraiment prêt à redevenir un soutien humain, et derrière lui, il vit 3 hommes en longue robe noire qui félicitaient joyeusement l'estimé Zong. L'envoyé du ministère s'est tourné vers eux avec mécontentement et leur a demandé s'il manquait vraiment les 2 autres. Leur chef n'y prêta aucune attention et dit que si Zong mangeait ce médicament, alors dans 3 jours les démons recommenceraient une bataille à grande échelle pour le gage de l'humilité de l'impur. Mais cela ne l'effraya pas et en réponse l'hérétique se contenta de sourire, tendant la main vers la perle magique. Une force magique inconnue apparut soudainement autour des hommes, tourbillonnant autour d'eux tous, en particulier les perles que Zong tenait dans ses mains. Sans hésiter longtemps, l'homme jeta le médicament magique dans sa bouche et l'avala, décidant ainsi de prendre une mesure aussi désespérée. Soudain, une étrange lueur violette commença à scintiller autour de son corps, ses yeux commencèrent à briller de flammes bleues et une énorme lance commença à apparaître derrière son dos. L'un des hérétiques poussa un cri de peur, réalisant qu'il s'agissait du 8e body, qui était l'illumination spirituelle la plus élevée. Finalement, complètement transformé, Zong déclara haut et fort que les hérétiques avaient fait de grands efforts pour cacher leur espion Amoga. Soudain, la peur apparut dans les yeux de l'un d'eux, car l'homme n'avait aucun moyen de le savoir. Mais le maître, à son tour, déclara avec assurance que l'hérétique avait vécu assez longtemps pour finalement lui dire au revoir. La lance magique qui se trouvait derrière son dos commença soudainement à tourner, laissant derrière elle une traînée bleue. Après avoir tourné dans les airs à quelques reprises, il transperça les 3 hérétiques de part en part, les dépassant à la vitesse de l'éclair. L'un des hérétiques, celui qui avait résisté le plus longtemps, demanda au maître de répondre à l'une de ses questions avant de mourir, mais l'homme refusa, prétextant qu'il n'avait pas le temps. Zong ordonna au représentant qui se tenait derrière lui, confus, d'appeler Shen Yimo et de lui ordonner d'aller chercher les filets. L'homme n'a pas immédiatement compris ce que le maître voulait dire, alors il a dû le répéter 2 fois, mais cette fois d'une voix plus irritée. Le messager composa le numéro du commandant et l'informa que M. Zong avait ordonné que les filets soient retirés. Remarquant la voix tremblante de l'homme, le maître marmonna avec mécontentement que seuls des idiots sortaient de l'académie Lingnian ces jours-ci. Mais immédiatement après cela, il ordonna au messager de le suivre, car il était temps de mettre les points sur les i et de barrer les t. Entendant les bruits de l'agitation, des vétérans du camp surgirent de nulle part derrière l'envoyé, regardèrent tristement le maître et lui demandèrent s'il ne reviendrait vraiment pas. Sans s'arrêter, l'homme répondit d'un ton menaçant que si ces vieux os pouvaient encore aider l'humanité, alors cela en valait la peine. Yu Shen, à son tour, marchait paisiblement dans la forêt, tenant une arbalète à la main, car c'était dans cette forêt que l'examen devait avoir lieu. Soudain, il rencontra 2 énormes créatures, très semblables à des loups-garous démoniaques. Une idée lui est venue à l'esprit, en raison du niveau de défense élevé des monstres, il était impossible de les tuer avec une flèche d'arbalète ordinaire. Mais soudain, les mains du gars brillèrent d'une lueur violette et elles apparurent quelque chose, auquel le gars regarda avec surprise et ne comprit pas s'il se réveillait. Mais en un clin d'œil, l'un des monstres entendit d'étranges sons magiques, après quoi ses yeux brillèrent immédiatement de flammes bleues. L'énorme démon s'est immédiatement précipité sur le jeune homme, grognant bruyamment et libérant ses énormes griffes. Il vola vers le gars, tandis que dans les mains de Yu Sheng, une chose magique semblable à une chauve-souris se formait encore, avec tout autour d'elle brillant d'une lumière violette. Décidant de ne pas attendre que la magie termine son travail, le gars sortit rapidement un poignard et à la dernière seconde l'enfonça dans le corps puissant du démon qui l'avait attaqué. Le sang tomba immédiatement sur le sol, et le gars, à son tour, était fier de son attaque, qui était plutôt bonne. Sentant le danger, un groupe d'autres démons similaires ont commencé à émerger de la forêt, qui ressemblait déjà un peu plus à de vrais loups. Cependant, cela n'a pas du tout effrayé le gars et une seconde plus tard, il se précipitait d'un loup à l'autre, leur coupant la gorge. En quelques minutes, la pelouse où Yu Sheng avait été abattu par les démons était complètement jonchée des corps ensanglantés des impurs. Mais soudain, sur l'arbre qui se trouvait juste au-dessus de la tête du gars, il remarqua un oiseau plutôt étrange qui criait fort. Un instant plus tard, un énorme groupe de ces mêmes oiseaux a survolé son chemin, ceux qui n'avaient visiblement pas de très bonnes intentions. Les créatures se sont jetées sur le jeune homme, essayant de l'attaquer, mais une contre-attaque dans leur direction ne s'est pas fait attendre. L'étranger, debout sur l'une des branches de l'arbre le plus haut de cette forêt, regarda la pelouse avec surprise et fut étonné de voir comment les esprits animaux étaient morts en seulement 15 minutes. Il regarda attentivement la carte dans ses mains et vit une grande marque rouge au milieu de la forêt. L'homme était vraiment surpris que quelqu'un soit déjà presque à la ligne d'arrivée, mais il pensa immédiatement que cela pouvait être ce même Yu Shen dont tout le monde parlait. L'homme regarda au loin avec tension, se demandant si les problèmes avaient vraiment finalement quitté Jiangbei après tant d'années. Pendant ce temps, Yu Shen volait entre les arbres à toute vitesse, essayant d'atteindre sa destination le plus rapidement possible.
Il n'arrêtait pas de dire de lui-même qu'il devait se dépêcher pour sortir et voir le plus vite possible. Mais sorti de nulle part, un énorme tigre est apparu devant le jeune homme, le forçant à s'arrêter. Le gars regarda la créature avec irritation, la maudissant mentalement et se sentant un peu déçu. La seconde suivante, il déplia sa propre veste et en sortit un tas d'aiguilles grosses mais très pointues, et les lança sur la créature. Mais les bâtons ne rebondissaient que sur la peau dure cachée sous la douce fourrure du tigre, provoquant ainsi la colère du démon. Cependant, Shen ne perdit pas la tête et sortit de quelque part un fil très étrange qu'il enroula autour de 2 doigts et regarda d'un air menaçant les mauvais esprits. Soudain, une flèche jaillit de derrière le dos du gars, qu'il réussit à peine à esquiver. La flèche a touché le cou du tigre et l'a légèrement effleuré, mais pour un animal aussi énorme, ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Prenant l'étrange fil à 2 mains, le gars a bondi, se préparant à bondir sur le tigre, qui volait déjà dans sa direction. Le gars a attaché un fil autour du cou de la bête pour qu'elle ne la voie même pas. Ne laissant pas le choix au tigre, Yu Sheng atterrit sur le sol, tirant les 2 extrémités de la corde ensemble, ce qui finit par écraser le cou de la bête. Le démon impuissant tomba au sol avec la langue pendante, après quoi il resta allongé au pied du gars. Shen regarda son travail avec satisfaction et était heureux qu'il soit terminé, car il pouvait enfin traverser le portail et rejoindre tout le monde. Le garçon était sérieux et savait donc que lorsqu'il sortirait, il rencontrerait le professeur Liu, vivant ou mort. Le mentor, en compétition désespérée avec les hérétiques, vit soudain un portail derrière lui, d'où une silhouette masculine émergeait lentement. Il a été sérieusement surpris que le gars ait réussi à sortir après seulement 20 minutes. Le garçon regarda le professeur et, avec une pointe de curiosité, lui demanda quel poste il avait reçu. Le professeur a fièrement déclaré qu'il était le premier de toute la province, ou du moins le premier à Mobei. En entendant cela, le gars s'est retourné et s'est dirigé vers la ville, ce que le mentor n'a pas beaucoup aimé. Liu Qingfeng lui a bloqué le chemin et a dit que la ville était incroyablement dangereuse et que le gars était blessé et qu'il devait d'abord s'en occuper. Instantanément, le garçon pointa son arbalète vers le professeur et le menaça froidement de lui donner un coup s'il essayait de l'arrêter à nouveau. Mais cela n'arrêta pas le mentor et il cria furieusement que dans ce cas le jeune homme devrait le tuer, car il ne lui permettrait pas d'entrer dans la ville. Yu Sheng n'a pas immédiatement rangé son arme, car il était convaincu dans son cœur que le mentor devait avoir peur de la mort, ou tout cela était faux et il ne faisait que jouer une scène. Mais le garçon a quand même rangé l'arbalète et a dit qu'il était responsable de sa propre vie, après quoi il a fait le tour du professeur et lui a ordonné de ne pas intervenir, sinon il devrait vraiment le tuer. À cette époque, une véritable bataille faisait rage dans la ville entre les hérétiques et les courageux défenseurs de Mobei, qui résistaient désespérément aux mauvais esprits. L'une des plus douées était cette même étudiante qui regardait au-delà de son âge alors qu'elle plongeait les païens les uns après les autres dans un sommeil éternel. De temps en temps, un objet très étrange, fait d'un alliage de diamants, incroyablement rare dans ces régions, apparaissait dans ses mains. Cependant, avec son aide, la jeune fille a affronté encore plus rapidement un groupe d'hérétiques qui ont tenté de la vaincre de sang-froid. Les autres chemises noires, qui restaient là à regarder leurs collègues se faire botter les fesses, osaient à peine se joindre au combat. Les défenseurs, l'un après l'autre, leur ont tranché la gorge et ont transpercé leur corps avec des épées tranchantes, luttant pour leur propre volonté. Une gentille fille, qui au départ ne lâchait jamais une sucette, tuait des hommes de sang-froid avec le sourire aux lèvres, sans se soucier de ce que les gens pensaient d'elle. Le chauffeur du bus, à son tour, a crié des slogans forts en soutien aux soldats et les a encouragés à se battre, car ils devaient tenir bon. Soudain, une énorme lance apparut dans ses mains, scintillante d'une lueur dorée, et l'homme se précipita à toute vitesse vers le troupeau d'hérétiques. Cette lance était presque la dernière chose qu'un des chemises noires aurait vue, mais il a réussi à l'esquiver à la dernière seconde. À cette même seconde, une énorme hache apparut dans les mains de Wang Wen, qu'il lança à nouveau sur le bâtard. Mais, étonnamment, il s'est avéré plus agile et a donc esquivé son attaque et a fait tomber l'homme lui-même au sol. Le pauvre capitaine s'écrasa à terre, mais une seconde plus tard, une jeune femme apparut au-dessus de l'hérétique qui lui avait fait cela, dans les mains de laquelle flottait un grand poignard. La fille enfonça la lame dans son dos de toutes ses forces, criant des menaces à haute voix, après quoi il hurla même de douleur. Le chauffeur du bus regarda le sauveteur avec mécontentement, car il avait honte d'avoir permis à la jeune fille de le sauver. Mais de nouveaux hérétiques continuaient à apparaître, créant l'impression qu'ils étaient si nombreux qu'il serait impossible pour les défenseurs de les arrêter. Pendant ce temps, à l'école, un autre groupe criait aussi fort, lançant des slogans menaçants aux gens. Liu Qingfeng et le directeur se tenaient de manière menaçante sur le seuil de l'école, réalisant qu'ils n'avaient pas été arrêtés à la porte. Le professeur déclara à haute voix qu'il devait tenir jusqu'à l'arrivée des renforts, prenant son énorme épée et se préparant à la bataille. En une seconde, les guerriers en chemise noire volaient tous au-dessus de l'homme, essayant d'échapper à son épée maudite. Liu Qingfeng a combattu sans peur les mauvais esprits, défendant son honneur et protégeant toute la race humaine. Les pauvres écoliers regardaient cette scène par la fenêtre, morts de peur. Remarquant cela, le directeur leur a crié à haute voix que les enfants avaient l'occasion de voir ce qui arriverait à ceux qui attaquaient son peuple.
Un énorme poignard rouge apparut instantanément derrière le dos de l'homme, et le directeur lui-même dit qu'à son âge, lui aussi avait subi un vœu d'obéissance aux impurs. Le mari saisit fermement sa main et attaqua les hérétiques, n'épargnant aucun d'entre eux. Avec Liu Qingfeng, ils se relayèrent pour abattre les païens, se souvenant de leur propre jeunesse et se réjouissant que leur victoire soit imminente. Soudain, le réalisateur entendit des bruits étranges qui attirèrent son attention et le firent revenir. Soudain, sorti de nulle part, un étrange homme avec des ailes apparut devant eux, riant de leurs paroles sur la purification du monde du mal. Le directeur de l'école a couiné et a qualifié leur secte de monstre vil qui ne se souciait pas des gens. L'excentrique, qui ressemblait à un cuisinier, déclara à son tour que les hommes ne pourraient vivre en unité avec les dieux qu'après l'éclatement de la lumière sur la terre. Le professeur, entendant son discours, dit d'un ton menaçant que puisque l'excentrique ne jugeait pas nécessaire de protéger les gens, il était temps pour eux de commencer la bataille. L'homme le regarda avec un regard vitreux et rit, ajoutant qu'il aimait la franchise de son mentor. Soudain, il déploya ses ailes écarlates et vola de toutes ses forces vers les guerriers. Il a chargé Liu Qingfeng et a fait tomber l'épée appelée le cimetière du diable de ses mains, ce qui était assez symbolique. En regardant le faible professeur, l'homme à plume déclara avec colère qu'il se sentait vraiment désolé, car l'épée commencerait à tuer des gens pacifiques pour la première fois de son histoire ce jour-là. Heureusement, le mentor a réussi à se libérer de la forte étreinte du voleur et à s'éloigner de quelques pas de lui, en retournant son épée. Madri bruyamment et dit que la lumière de Dieu brillerait enfin sur ce monde, puisque les humains n'étaient rien de plus que de la saleté à sa surface. Il s'envola dans les airs et proclama à haute voix un appel aux dieux respectés, les appelant à donner la lumière de Dieu à l'humanité. Soudain, le professeur a vu que l'oiseau commençait à s'envoler et a immédiatement compris que la cible de l'oiseau étaient les élèves qui se trouvaient dans l'école. Il a rapidement décidé qu'il s'occuperait lui-même du problème, car protéger ses élèves était le devoir de tout enseignant dans le monde. Liu Qingfeng s'est immédiatement précipité vers l'école, tout en regardant simultanément le bizarre voler vers l'école au-dessus de sa tête. Soudain, il sauta à terre et, rassemblant toutes ses forces et se balançant, ordonna à l'excentrique de ne même pas s'approcher de ses élèves. Ne s'attendant pas à une telle tournure des événements, l'oiseau s'est immédiatement envolé vers le sol, incapable de réagir de quelque façon que ce soit à un tel coup. La force avec laquelle le professeur a frappé le païen était si grande que son corps a traversé l'asphalte. Mais, sans tirer le chat par la queue, l'homme se leva rapidement en disant que tout ce que le professeur avait réussi à faire était de le mettre encore plus en colère. Sans attendre longtemps, Liu Qingfeng a traité l'homme de scélérat et l'a de nouveau attaqué avec son épée, ne lui laissant même pas le temps de crier. Mais cette fois, l'oiseau fut un peu plus attentif et réussit à la dernière seconde à couvrir son visage avec ses ailes, ce qui arrêta le coup du professeur. Liu Qingfeng regarda cette scène avec choc, ne comprenant pas comment cela était arrivé puisque personne n'avait jamais pu résister à son épée auparavant. Le cuisinier tourna son regard fou vers l'homme et dit à haute voix qu'après la mort, il acquérait une image divine, après quoi des plumes commencèrent immédiatement à voler de ses ailes. Le professeur ne s'attendait pas du tout à cela, il ne savait donc tout simplement pas comment réagir aux plumes qui volaient vers lui à une vitesse folle. Bien qu'ils soient petits, ils ont traversé le corps de Liu Qingfeng, laissant derrière eux un tas de coupures profondes d'où le sang a immédiatement jailli. Le cuisinier s'est finalement débarrassé de ses ailes, tandis que le professeur a atterri au sol, épuisé, essayant toujours de rester debout, mais l'homme était vraiment fou, alors il s'est contenté de rire bruyamment, faisant tourbillonner les plumes autour de lui. La seconde suivante, accélérant les petites plumes rouges à la vitesse de la lumière, il dirigea à nouveau cet énorme faisceau vers l'homme. Mais sachant comment il pourrait résister à un tel pouvoir cette fois, après avoir attendu une seconde, Liu Qingfeng a crié haut et fort l'ordre de commencer. L'homme brandit son épée de toutes ses forces, essayant héroïquement de renvoyer le rayon rouge de magie. En un clin d'œil, le même rayon de pouvoir magique apparut devant son visage, mais il était violet, se déplaçant vers le rouge. Serrant les dents de douleur, l'homme se ressaisit et dirigea toute sa force vers le bâtard. Le rayon violet a frappé le gros homme en plein cœur, lui faisant perdre l'équilibre et tomber au sol. La confusion et l'anxiété étaient évidentes sur son visage, car l'homme ne comprenait pas comment le professeur avait pu faire cela cette fois-ci. Avec une énorme épée enfoncée dans sa poitrine, le chef s'est retrouvé à genoux devant Liu Qingfeng. Le professeur, à son tour, tenant un tas de blessures d'où le sang coulait, a déclaré d'un ton menaçant qu'il punirait immédiatement quiconque oserait attaquer son peuple. Convaincu d'avoir complètement vaincu l'ennemi, le pauvre garçon tomba à terre, tenant à peine sa propre épée. Il gardait à peine les yeux ouverts lorsqu'il vit soudainement la silhouette de Yu Shen s'approcher lentement devant lui. Au début, le professeur pensait qu'il rêvait, car les hallucinations étaient inévitables lorsque la mort était imminente. Mais son élève est vraiment apparu devant lui, ce qui a rendu le mentor incroyablement heureux. Yu Sheng s'inclina devant le professeur et lui dit qu'il avait remporté la première place à Mobei, cependant, il ne connaissait toujours pas la province, tandis que le professeur dit que le gars avait toujours été le meilleur à ses yeux. Shen regarda son professeur avec un regard incroyablement confus, réalisant qu'il était en train de mourir lentement.
Mais Liu Qingfeng a essayé de percevoir la mort comme quelque chose qui pouvait libérer quelqu'un de tous les péchés terrestres. Il sortit de sa poche un petit badge bleu et le donna au garçon, en disant que c'était sa petite fierté, avec laquelle le jeune homme pouvait sentir qu'il appartenait à la famille du héros. Le gars a pris le cadeau dans ses mains et le mentor a dit que pendant tout ce temps, il essayait de le protéger, même s'il venait d'une ville criminelle. Liu Qingfeng a tendu la main vers le garçon, essayant de lui attraper la tête, cependant, réalisant cela, le jeune homme lui-même s'est penché vers lui. Son mentor lui a ordonné de ne jamais laisser personne changer qui il était, car le garçon était vraiment spécial. Soudain, le professeur vit une lumière très brillante, blanche comme neige, devant ses yeux, comme si elle lui faisait signe. C'était la première fois que Yu Shen regardait quelqu'un avec des yeux aussi confus et effrayés et ne comprenait pas comment il pouvait aider son professeur. Le professeur d'épée a soudainement brillé d'une lumière blanche brillante et un groupe de petits papillons est apparu autour de lui, volant dans le ciel. La première larme de la vie du jeune homme roula immédiatement sur sa joue, ce qui fit changer quelque chose en lui. Le gars s'est levé et a crié furieusement que tout le monde autour de lui allait mourir, car ses yeux brûlaient de rage et ses mains étaient remplies de détermination. Il saisit son poignard et se précipita immédiatement sur les hérétiques avec le désir de tuer chacun d'eux. L'homme s'est précipité d'une personne à l'autre, leur coupant la gorge à chaque fois et jetant toute sa rage. Il enfonça violemment les couteaux dans le cou de chacun d'eux, et dans ses yeux il n'y avait rien d'autre qu'une douleur insupportable. D'autres défenseurs ont immédiatement commencé à courir vers le jeune homme pour arrêter sa rage, mais le garçon n'y a prêté aucune attention. Le chauffeur du bus a crié, ne comprenant pas ce qui était arrivé à Yu Sheng, car personne n'avait jamais tué des ennemis ou même des démons aussi cruellement. Zong, qui venait d'arriver à l'école, regardait avec choc ce qui se passait dans la cour de l'école. La cour de l'école était complètement jonchée d'un tas de cadavres de personnes en chemise noire, et dans un autre coin, Liu Qingfeng était assis, immobile. Il y avait beaucoup de blessures sanglantes sur son corps, et plusieurs papillons blancs brillants volaient encore autour de l'homme lui-même. Réalisant enfin ce qui s'était passé, Zong frappa le sol avec colère, disant qu'il vengerait certainement son ami. Il enfonça instantanément la lance dans l'asphalte avec une telle force qu'un autre flux de magie violette en émergea. L'homme fit tournoyer son arme, jetant au loin tous les êtres de lumière qui étaient autour, ressentant de la douleur dans son cœur pour son ami mort. Soudain, derrière les arbres, il vit une énorme silhouette et deux yeux rouges, après quoi il dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que le vieux menteur décide d'apparaître. Un instant plus tard, un énorme serpent, dont les griffes étaient de la taille d'une demi-voiture, a sauté de derrière les arbres dans la cour de l'école. Finalement, Wang Wen réalisa que le plan principal des hérétiques était de détruire toute la force principale et d'inviter ensuite leur roi. Souriant malicieusement, Zong dit que le roi démon 6 étoiles avait décidé de lui offrir un cadeau en l'honneur de son retour au pouvoir. Mais en entendant ces mots, la créature se contenta de siffler avec colère que le fait que le mari ait une fois tué le roi ne signifiait pas sa victoire sur le serpent, mais Zhao n'était pas d'accord avec cela et menaça le démon de représailles cruelles. Sans hésiter longtemps, l'homme se leva d'un bond et, pointant la lance directement vers la gorge du serpent, se précipita sur lui. Mais la créature a réussi à fermer sa bouche à temps, et le coup est donc tombé sur la peau épaisse du serpent. Ses yeux se remplirent de sang et s'embrasèrent de colère, ce qui n'était clairement pas bon. Le serpent jeta brusquement sa tête, réussissant ainsi à projeter Zong loin de lui, mais l'homme ne perdit pas la tête et réussit à prendre le contrôle de la situation à temps. Il atterrit en douceur, freinant avec ses propres pieds si fort que de la fumée en sortit. Le serpent tomba au sol et regarda Zong droit dans les yeux avec une expression enragée, se préparant à attaquer. Le mari saisit fermement sa lance et cria avec confiance que très bientôt le serpent rejoindrait son ancien roi sous terre. Rassemblant toutes ses forces, le maître se précipita sur le démon aussi vite qu'il le pouvait. Et cette fois, le serpent a essayé de se distraire pour empêcher le coup, mais cela ne l'a pas beaucoup aidé, car l'homme avait calculé une telle étape. Zong balança son épée et la lança directement à l'endroit où la peau du serpent était la plus fine. Le serpent poussa un cri de douleur et tomba au sol avec toute sa vaste âme. Zong le regarda d'un air menaçant et cria fort que, pour ne pas faire honte à l'esprit du héros, tout ce qu'il fallait, c'était les détruire absolument tous.